Bonsoir à tous. Et puis, c'est vrai, moi, je suis ravi de revenir en Bretagne. Petit garçon, j'ai été élevé en Bretagne, hein, un peu plus à l'ouest. J'ai passé mon enfance à Douarnenez, petite ville sur la baie de Douarnenez, que j'ai quittée pour aller faire ma thèse à Arcachon, en pays bordelais. Et puis, je suis revenu ensuite. J'ai travaillé 20 ans à l'Ifremer à Brest. Et sur ces 20 ans, 4 années passées en Amérique latine, au Chili. Et puis ensuite, j'avais plus toujours envie de faire de l'enseignement. Donc, je suis devenu professeur des universités. C'est il y a maintenant presque un peu plus de 20 ans. Et à Pierre et Marie Curie, mais pour ne pas rester à Paris, parce que je ne suis vraiment pas parisien du tout, mais pour prendre la direction d'un laboratoire marin qui est en Méditerranée, un petit village catalan qui s'appelle Banyuls-sur-Mer, à la frontière avec l'Espagne, côté catalan. J'ai dirigé 10 ans la saison de Banyuls. Et puis... en fait, ma vie bascule. Moi, au départ, je suis un endocrinologue. Mon travail, c'est ça. Je fais de la recherche fondamentale. Et puis, en 2000, je lis un papier écrit par Steve Palombi. Palombi, c'était un chercheur américain de UCLA, de Californie, qui dit en fait que le plus puissant moteur de l'évolution, en 2000, il écrit ça, hein, c'est plus que moi j'avais étudié. Moi, j'avais passé ma vie à étudier le rôle de la longueur du jour sur le vivant, le rôle de la température et du sel de l'océan, le rôle de l'oxygène dans l'eau. Et lui, il disait, ben non, c'est pas ça, en fait. C'est la présence de l'humain avec son cortège d'animaux domestiques et de plantes domestiques. Qu'est-ce qu'il raconte, là? Et la même année, Paul Crutzen, prix Nobel de chimie. Crutzen a son prix Nobel en 1995. C'est le chimiste hollandais qui découvre le trou dans la couche d'ozone. Alors, c'est une des bonnes nouvelles que j'ai à vous donner ce soir, c'est qu'on est en train de le boucher. On a mis le temps, mais on est en train de le boucher. Donc, il y a quand même des choses qui peuvent se passer quand on prend le taureau par les cornes. Et Crutzen crée un terme qui a beaucoup plu aux écologues, un peu moins aux géologues, qui est le terme de anthropocène, la fraction de l'histoire de la Terre, durant laquelle le plus puissant moteur de l'évolution n'est plus ce que moi j'avais étudié, mais justement la présence de l'humain. Alors je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors je commence à lire, c'est ma façon de faire, je dors très peu, hein, donc je lis beaucoup, j'écris beaucoup, et je découvre un monde que je ne connaissais pas, ce monde de la biodiversité. Ce qui va m'amener à écrire, à faire des conférences. Le Collège de France m'appelle en 2005 pour une conférence en 2006 à Bruxelles. C'est la première conférence du Collège de France en dehors de la France sur la biodiversité. C'est un livre chez Fayard, chez Odile Jacob en 2008. Et puis je me prends au jeu et du coup le muséum vient me chercher dans mon petit village catalan. Et voilà, et vient à Paris. Il nous faut quelqu'un pour présider le conseil scientifique du Muséum national d'histoire naturelle. Alors vous imaginez pour un petit garçon de la pointe bretonne que sa tante emmenait au Jardin des Plantes dans les années 60, c'était merveilleux. Et puis rapidement, je deviens le président de l'établissement, je vais y rester 7 ans. Et puis au bout de 7 ans, usé par les conseils d'administration tels qu'ils se déroulent en France dans ces institutions-là, j'arrête. Et c'est là que Ségolène Royal, qui a pris donc le ministère depuis quelques mois, vient me chercher en me disant bah, écoutez, comme vous n'êtes plus au muséum, venez au ministère. Je dis bon, j'ai rien à faire au ministère, je suis un chercheur. Parce que le ministère, c'est vraiment au mètre carré des polytechniciens et des énarques. Il n'y a pas d'universitaire. Je me retrouve comme seul universitaire dans un milieu un peu particulier. Je passerai 23 mois avec elle, surtout pour travailler pour les COP, COP 21, COP 22. Ça va faire beaucoup de déplacements à l'étranger. On va visiter 17 pays africains sur la réflexion justement de quelle est la relation aujourd'hui entre ces changements globaux qui se produisent, générés par l'humain, et l'humanité? Comment doit-elle réagir? Durant ma chaire au Collège de France, en fait, la chaire s'appelle toujours d'ailleurs, développement durable. Et c'est vrai que dans développement durable, ils mettent énergie, environnement et société. Tout à l'heure, Gérard l'a dit, en fait, je prends un peu d'âge aussi maintenant, hein, et puis c'est vrai que plus on prend de l'âge, plus on s'intéresse aux sciences humaines et sociales. Quand j'avais 20 ans, ça me paraissait un peu loin. J'étais le meilleur spécialiste au monde sur le récepteur à la prolactine dans le cerveau des saumons du massif armoricain. Et puis avec le temps, ça change. Et ces conférences que je vais faire ce soir, on ne peut pas les faire à 30 ans. Ce sont des conférences qui sont effectivement la raison d'une vie d'échecs, de réussite, de pensée, d'échanges, de discussions, de lecture. Je dis souvent aux jeunes qui me questionnent, mais comment vous avez fait ça? Un monstrueux travail en permanence, on fait que ça. La recherche, c'est comme ça. On travaille tout le temps. On ne dort pas, on travaille, on écrit. Un chercheur qui n'écrit pas ne laisse rien. Il n'y a pas d'intérêt. Hein. Il faut qu'on laisse des choses pour qu'on puisse les utiliser et bâtir dessus. Et puis, depuis maintenant une dizaine d'années, c'est ma relation avec le monde politique. Parce qu'effectivement, si on veut être efficace, il faut sortir des laboratoires, ce que je fais un petit peu avec vous ce soir. Et j'ai un maître à penser, c'est Edgar Morin. J'étais encore avec lui la semaine dernière. Il est né en 1921, Edgar Morin. Hein, calculez son âge. J'admire énormément. Il dort beaucoup, parce qu'à cet âge-là, on dort beaucoup.
Il se réveille 1 heure, il fait une conférence, tout le monde pleure et il repart dormir après. Mais c'est génial. Et c'est vrai, il m'a beaucoup fécondé dans les modes de pensée qu'on peut avoir aujourd'hui, on terminera par lui tout à l'heure, sur la façon qu'on a d'appréhender ces questions. Au départ, il nous faut de la science, c'est clair. Changement climatique, sans science, on aurait dit n'importe quoi. La biodiversité s'en va, c'est pareil. Il nous faut de la science. Dans un débat aujourd'hui compliqué, j'étais à Gennevilliers il y a quelques jours pour faire une conférence et j'ai été pris à partie par un jeune qui me dit « mais tout ça, c'est la faute de la science. C'est la faute de la science si le monde va mal. » Intéressant pour un scientifique. Et vous voyez aujourd'hui que sur Internet, on est bombardé de fake news. Le président US est un roi des fake news. On vous invente des choses, on vous invente des histoires. Retour du créationnisme, retour flat earth, la Terre est plate. Elle n'a jamais été ronde. Thomas Pesquet, j'étais avec lui hier après-midi, il n'est jamais allé dans l'espace. Pas vrai, c'est inventé. Il y a des complots qui sont montés pour bourrer le crâne des braves citoyens et leur expliquer que la Terre est comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous dit qu'il y a plus de morts par les vaccins que les gens qui meurent de maladies infectieuses. C'est bête à pleurer. Donc, ça veut dire que le monde scientifique doit réagir. Il y a une revue qui s'appelle The Conversation, écrite par Didier Pourquerie. Pourquerie a été le patron du Monde pendant un certain temps, avec Edoui Plenel aussi à l'époque, que vous connaissez comme journaliste. Ils sont sortis de cette revue-là, et il fait cette revue qui sort toutes les semaines à destination du monde scientifique, où il demande à des scientifiques d'éclairer des débats. Ce matin, par exemple, c'était sur le harcèlement sexuel. On en parle beaucoup en ce moment. La semaine dernière, c'était sur des questions de pesticides. La semaine prochaine, le numéro sera consacré justement à la biodiversité. J'en ai fait une partie. Et puis aux extinctions d'espèces. Ramener à un moment l'état de l'art de la connaissance sur quelque chose. Sans parti pris, sans rien du tout. Après, on en fait ce qu'on veut. Après, on peut discuter, on peut ne pas être d'accord. Heureusement que la biodiversité, c'est le fait de ne pas toujours être d'accord, bien sûr. Il faut un monde pluraliste, il faut un monde divers. Et je dirais en entrée qu'il faut tuer 2 défauts terribles de l'humanité. Un, c'est l'arrogance, surtout les garçons. Beaucoup plus une histoire de mecs que de femmes. Et la seconde, c'est la cupidité. Et là, malheureusement, c'est autant masculin que féminin. Et effectivement, si on tue cette arrogance et qu'on accepte qu'on fait partie de ce monde vivant qui nous entoure, qu'on est dedans, je vais vous le démontrer, on est dedans jusqu'au cou. Vous avez plus de relations intimes avec les acariens de votre lit qu'avec votre copine. Ça change tout. Qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait? Ça changera tout. Parce que c'est vrai qu'en Europe de l'Ouest et dans les pays développés, en fait, quand je suis en Inde, ils savent ça depuis 4000 ans, les Indiens. Mais ici, il faut que je répète en permanence, il n'y a pas une nature ici, un humain à côté. Et je vais vous le démontrer, il y a un humain profondément ancré dans cette nature. Donc chaque fois qu'on l'agresse, on s'auto-agresse. Pour une espèce qui s'est elle-même baptisée Homo sapiens, c'est quand même pas très finaux de s'auto-agresser en permanence. Donc c'est un petit peu ce qu'on va voir en images. Alors je vais démarrer sur l'espace, puisque j'étais les 2 jours passés là à Toulouse, où en ce moment vous avez le congrès mondial des astronautes. Il reste 509 humains qui ont volé dans l'espace à 300 km en orbite terrestre, en apesanteur. Et il y en avait 140 hier réunis à Toulouse, beaucoup de Russes, des Américains. Il y avait Thomas Pesquet, bien sûr, le français à la mode en ce moment. Il y avait plein de gens extrêmement intéressants. Notre débat, et j'ai accepté de travailler avec eux, c'est que je voudrais que ces gens-là aient un discours environnemental. Tous les cosmonautes. Ça, c'est une image de la NASA de 2015, de la Terre vue de la Lune. C'est un montage. La première image de la Terre vue de la Lune a été faite lors d'Apollo 8. Et c'est vrai qu'on a tous vu cette image. Il faut savoir que toutes les images qui sortent de l'espace sont gratuites et offertes à tous. On y tient énormément. Chaque humain doit pouvoir utiliser ces images. Tous les gens qui sont montés là-haut vous disent tous, ils en pleurent quand ils voient cette petite planète bleue et verte, bleue, beaucoup bleue, ça on le sait en Bretagne bien sûr, dans l'espace qui tourne. Et tous, ils ont pleuré. Or, les types qui font ça, au début, croyez-moi, c'est tous des types de l'armée américaine au départ, ou soviétique à l'époque, qui ne sont pas des types qui sont doués pour la poésie. Ils vont tous y venir. Et le combat actuel, c'est de leur dire, voilà, et Pesquet a commencé un petit peu, d'autres avaient commencé un petit peu avant. J'ai vu Titov, je ne sais pas quel âge il a maintenant. Titov, c'est le premier type qui sort dans l'espace des vieux Soyouz pour aller dépanner un satellite. C'est incroyable. Ils sont toujours là. On a perdu John Glenn il y a quelques semaines. John Glenn volait encore dans l'espace il y a quelques mois. Donc c'est pour vous dire que ces gens-là ont été des privilégiés incroyables. Quand j'ai vu Titov qui a passé 6 mois dans un Soyouz, allez, c'est un peu plus grand que moi, un peu plus gros, c'est une boîte de conserve. Comment vous passez presque un an là-dedans, en fait. Ils sont des caractères incroyablement trempés. C'est la psychologie d'abord qui joue. On les sélectionne d'abord
plus psychologique avant d'avoir des aptitudes physiques, bien sûr. Hein. Et ils vous racontent tous la même chose. Donc maintenant, comment ces gens-là doivent passer un discours environnemental? Et c'est ça un petit peu, c'était le but de la mission qui s'est pas mal passé, ce début de semaine, c'est de dire, voilà, démontrer la beauté de la Terre, et Pesquet a pris des milliers d'images que vous avez tous vues, hein. Mais dites quand même une chose, c'est que si on ne s'en occupe pas, cette petite planète Terre, demain, elle ne sera plus comme ça. On ne pourra plus montrer ces images. Et Pesquet disait effectivement que des glaciers andins, je vous montrerai des images tout à l'heure, sont partis en 30 ans. 30 ans sur un temps géologique, c'est totalement ridicule. C'est un temps humain, 30 ans. Et c'est pour ça que ces gens-là, pour moi, sont extrêmement intéressants et importants parce qu'ils peuvent faire passer des messages. Le deuxième type que j'ai rencontré récemment, il y a quelques semaines, c'est Kevin Mayer, c'est ce Français qui a décroché la médaille d'or au championnat du monde de décathlon. Bon, super beau mec, hein, toutes les filles sont complètement comme ça, je comprends, parce que si j'étais une fille, moi je trouverais qu'il est beau aussi. Hein. Et Kevin Mayer gagne le décathlon. C'est le sport des sports. 10 sports olympiques sur 2 jours. C'est monstrueusement difficile. Un Français, c'est jamais arrivé. Et Kevin Mayer a un vrai discours environnemental. Il me disait, en fait, tu sais, je ne peux plus m'entraîner aujourd'hui si je respire de l'air pollué hein, dans les Alpes. Il n'y a pas que les villes qui sont contaminées. Hein. La vallée d'Arles, près de Chamonix, est autant contaminée que le centre de Paris. Je ne peux plus non plus m'entraîner si je bois de l'eau souillée ou si je mange des aliments contaminés par des pesticides. Donc, comment je fais? Et une question qu'on pose vraiment, est-ce qu'on n'est pas en train d'atteindre les limites aujourd'hui de l'humain? Nous avons tous vieilli environ de 3 mois par an, surtout les femmes plus que les hommes, depuis 1850. Toutes les femmes des pays développés, le Japon, l'Europe de l'Ouest, les États-Unis, l'Amérique du Nord, ont gagné 3 mois d'espérance de vie par an. Ça fait 12 ans que c'est fini. On est plutôt en train de diminuer l'espérance de vie des femmes en ce moment en Europe. Les femmes blanches américaines voient leur espérance de vie diminuer en ce moment. La taille. On a grandi sans arrêt depuis 1850. Et ça, ce n'est pas de la génétique. Hein. Les parents tout petits font des gamins aujourd'hui de 1,90 m. Ça, c'est l'alimentation. C'est l'arrêt des carences, bien sûr, les modes de vie, la protection des enfants, des bébés et des enfants. Et c'est vrai que c'est fini. Depuis 15 ans, l'humanité a totalement s'est arrêtée de grandir. On a atteint le top de l'humanité. Alors, on n'arrête plus de grandir. On ne vit pas plus longtemps. La vraie question étant pas le fait de vivre très longtemps, la vraie question étant le fait de vivre longtemps, en bonne santé. Si c'est pour passer la fin de vie à Alzheimerien, il vaut mieux s'arrêter bien avant. Hein. Ça, c'est clair. Et le troisième critère qu'on a pris, ce sont les records du monde. On a pris le record du monde du 800 mètres plat, garçons et filles. On a pris le lancer de poids et on a pris le saut en hauteur. Le lancer de poids, c'est fascinant chez les femmes. Aucune femme aujourd'hui hein, ne lance le poids aussi loin que les Allemandes de l'Ouest en 1985. Intéressant ça quand même. Voilà, alors qu'est-ce qui fait l'humain quand il atteint ses limites? Il triche. Alors quand on triche, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc voilà un peu le débat aujourd'hui. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec la planète aussi, on triche. En se disant, on exploite. Hein. Dans le monde, tous les ans, on vous publie la feuille du jour de l'année où on a exploité les ressources renouvelées pour l'année. On est au début du mois d'août en ce moment. Hein. Bientôt, on aura un an d'avance bientôt. Hein. C'est pas comme à l'école, un an d'avance. Hein. Donc voilà, c'est ramener de la raison à tout ça. Et si Homo sapiens est vraiment ce qu'il veut être, Homo sapiens, il devrait pouvoir s'y coller un peu mieux. Et c'est pour ça que les images de l'espace sont essentielles. Je vous ai mis 2 écosystèmes, un marin, un continental. Ici, on est sur la Nouvelle-Calédonie. Là, vous avez 5 à 6 000 espèces vivantes par kilomètre carré. C'est le plus haut niveau dans l'océan. 600 espèces de poissons, 600 espèces de coraux par kilomètre carré. Et je vous ai mis ici un bout de forêt amazonienne en Guyane française, au camp des Nouragues du CNRS, où là, on a 50 000 espèces au kilomètre carré. En France, en ce moment, on connaît dans nos catalogues au muséum 88 000 espèces vivantes décrites. Dans la métropole, hein, je ne parle pas de l'outre-mer, hein, 88 000 espèces, 50 000 au kilomètre carré. Ça veut dire qu'on est sur des milieux qui sont extrêmement biodivers. Mais la biodiversité, ce n'est pas du tout un catalogue, ce n'est pas un inventaire, c'est beaucoup plus subtil que ça. La biodiversité, c'est en fait pour moi l'ensemble de toutes les relations que tous les êtres vivants, y compris les bactéries, bien sûr, hein, ont établies entre eux et avec leur environnement. Y compris les acariens de votre lit ce matin dont je vous parlais. Hein, ils sont avec vous et ils sont là parce que vous êtes là. Les acariens, si vous n'en avez pas dans votre lit une semaine, ils s'en vont ailleurs. Ils ne vont pas rester là, ils n'ont rien à bouffer. Hein. Donc c'est pour vous montrer que l'humain est profondément ancré dans ces systèmes. Et c'est pareil pour nos oiseaux avec leurs parasites et leurs prédateurs. Et voilà les écosystèmes aujourd'hui que l'humain a créés. Shanghai, la moitié des Français. Il y a la moitié de la population française dans une seule ville du monde. Voilà. C'est ça. L'avenir, il est là. On sait que dans 20 ans, les 3/4 des humains sont dans les villes. On a basculé en 2007. Je faisais une conférence à l'École normale supérieure. En 2007,
Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité et de la Terre, il y a plus d'humains dans les villes que dans les campagnes. Et ça ne fait qu'augmenter en permanence. Voilà, le débat est lancé. Et ça, c'est la courbe de température du GIEC qui nous montre effectivement la température de l'air et de la surface de l'océan qui augmente sans arrêt depuis la fin du XIXe siècle. Alors, le problème de ces questions-là, c'est qu'elles sont extrêmement transverses et difficiles à appréhender les unes à côté des autres. Il nous faut une vision, tout à l'heure Gérard disait avec justice et justesse, il faut regarder un peu un ensemble. On ne peut pas déconnecter les affaires de vivant, de biodiversité, de climat, de la pollution, de l'eau et de l'énergie. Tout est lié. Je vais vous parler ce soir surtout de biodiversité et de climat. Et ce qui est intéressant, ce sont les interactions de l'humain avec cette nature qui nous entoure. Je vais rebondir sur un travail de Paul Ehrlich. Alors Ehrlich, il doit avoir l'âge de Morin, parce que je pense qu'il doit être né aussi en 1923 ou 24. Paul Ehrlich écrit un livre en 1973 qui a fait beaucoup de bruit, La bombe P. C'est le premier humain qui s'inquiète de la démographie humaine. Ça fait la une de tous les journaux, on le met au banc des religions monothéistes. Quoi, c'est épouvantable. Arrêtez de parler de cela, il faut qu'on fasse des bébés et des bébés et des bébés. Proliférez, développez-vous. Et puis il est un peu mis de côté. Mais ça change puisque le pape François l'a reçu au Vatican cette année. En début 2017, il a reçu Paul Ehrlich. Vous voyez que les temps changent un petit peu quand même. Et ce pape a quand même écrit le De Laudato. Pour la première fois dans mes biblios, je cite effectivement un travail du pape. C'est pas tous les jours qu'on a ce genre. À part sur la démographie, je suis assez d'accord avec lui. Donc c'est vrai qu'on est sur quelque chose qui est en train de changer. Et il écrit, Ehrlich, lorsqu'il est reçu à l'Académie royale britannique il y a 3 ans, Can a collapse of global civilization be avoided? Est-ce qu'on peut encore empêcher un effondrement de nos civilisations? Voilà, le débat est lancé. C'est un peu ce qu'on va essayer de discuter ce soir. Le seul écosystème sur la Terre où il n'y a pas de vie sont les laves de volcans. Au-delà de 1200 degrés, il n'y a plus de vie. Mais il y en a partout, des bactéries partout, des dinoflagellés de l'océan, mes copains, les chouchous, les tardigrades. Et là, je suis au Piton de la Fournaise, à l'île de la Réunion en début d'année. Et là, sur des laves à peine refroidies, la vie s'installe. On les suit très bien d'ailleurs, jour par jour. La lave, elle est à 1500 degrés, 1400 degrés, elle se refroidit. Quelques jours après, les premières sporules. Et vous avez des plantes qu'on connaît bien, on a suivi des séquences, et pas n'importe lesquelles, bien sûr. Souvent des fougères, bien sûr, sur les terrains brûlés. La vie s'installe. Alors, l'eau, c'est la vie. Et c'est vrai que l'eau, aujourd'hui, pour moi, est un des problèmes essentiels qu'on a à résoudre, et particulièrement ici en Bretagne. Jean-Pierre m'a dit, quand est-ce que tu fais pleuvoir en Bretagne? C'est une vraie question, puisque l'eau bretonne vient du ciel. Et c'est vrai que la pluie, elle est essentielle pour une région comme la nôtre ici. Un bébé humain à la naissance, c'est 3/4 d'eau. Vous l'avez complètement oublié, vous gaspillez l'eau. L'eau, elle n'est pas faite pour laver sa bagnole. L'eau, c'est la molécule vitale du vivant. Elle nous est offerte sur une planète Terre où l'eau est liquide. On n'a parlé que de ça avec les astronautes hier après-midi. On n'a parlé que de l'eau liquide. On cherche des planètes aujourd'hui où il y a de l'eau liquide. Il y en a certainement des milliers. Le problème, c'est que la première, à Proxima du Centaure, elle a une telle distance qu'on va mettre des centaines d'années pour y aller. Donc pour l'instant, restons modestes. On ne peut pas quitter cette planète qui est la nôtre, qui a de l'eau liquide. L'eau liquide, c'est un trésor sacré. Dans beaucoup de civilisations, on l'avait sacré d'ailleurs, l'eau. En Bretagne, il fut une époque où, croyez-moi, on n'allait pas faire pipi dans la flaque d'à côté. C'était quelque chose de particulier, ça servait au village. Et bien aussi le désert d'Atacama, ici à la frontière entre le Chili et le Pérou, le désert le plus sec du monde, il ne pleut jamais. Et pourtant, lors des années El Niño, tous les 12 ou 13 ans, il pleut. En quelques semaines, voilà ce que devient le désert. L'eau, c'est la vie. Bien avant l'ADN, la première molécule du vivant, c'est l'eau, l'eau liquide. Toutes les cellules vivantes sont faites d'eau. Il n'y en a aucune qui ne soit pas faite d'eau. Donc l'eau, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à un enfant dès le départ. C'est une denrée absolument exceptionnelle, magique, magnifique, la clé de la vie. Parce que c'est dans l'eau que la vie va apparaître, il y a un peu moins de 4000 millions d'années, et cette eau, elle va former les cellules initiales, bien sûr. Une membrane qui va séparer un intérieur et un extérieur, avec de l'eau à l'intérieur et à l'extérieur, on est dans l'océan. Et cette eau a ce rôle absolument essentiel, absolument tout le temps. Et c'est intéressant parce que ce fluide, on le croit extrêmement banal, il n'est pas si facile que ça à appréhender, en fait. On ne sait même pas aujourd'hui si l'eau, dans le cerveau humain, est sous forme de gel ou de liquide. Vous voyez, il y a comme des travaux encore à faire. Des maladies aussi importantes, par exemple qu'Alzheimer, les mouvements d'eau sont déterminants pour créer ce genre de pathologie dans les maladies neurodégénératives. Et puis ici, bien sûr, on peut s'amuser à jouer au Dieu, là. On fait pleuvoir, là, alors, en irriguant le désert, là, Jean-Pierre, avec le Nil qui est là, au Soudan, et on crée de la vie dans le désert, et on crée de l'agriculture dans le désert. L'eau est essentielle. Quand il ne pleut plus, l'Afrique australe, l'Amérique australe aujourd'hui,
il n'y a plus de végétation, il n'y a plus de paysans, on s'en va. Le changement climatique lié à la déforestation sont extrêmement délétères là-dessus. Et c'est là que nous avons un rôle essentiel. Arrêtons de croire que ces gens-là veulent nous envahir. C'est absolument faux. Quand vous parlez avec un paysan du Congo ou du Botswana ou de Namibie, il n'a pas du tout envie d'envahir la France. Simplement, il faut qu'on l'aide pour qu'il trouve des solutions, pour qu'il puisse rester chez lui. En fait, la solution n'est pas de récupérer des réfugiés. Là, il faut s'en occuper quand ils sont là, évidemment. La solution est de tout faire pour qu'ils ne partent pas de chez eux, qu'ils soient bien chez eux. Vous êtes breton, vous êtes heureux de vivre en Bretagne. Vous avez du plaisir, du bonheur, avoir du goût, comme on disait à Douarnenez, ça c'est très breton. On est là, on veut ici créer des emplois, on veut développer la Bretagne sans la massacrer. Ce qu'on a malheureusement beaucoup fait dans les années 50, 60, 70, hein, avec un agroalimentaire très, très délétère pour l'environnement. Donc maintenant, on se réorganise, on se reprend en main, on réfléchit. Ce n'est pas un retour en arrière, en fait. Hein. Je dis souvent à mes étudiants, moi je passe mon temps devant des gamins de 23 ans. Beaucoup plus de filles que de garçons en plus, puisque en médecine, nous enseigne à l'école vétérinaire à Alfort ou à l'agro, et j'ai 3/4 de filles maintenant. Parce que les concours sont difficiles, les filles sont meilleures pour les concours difficiles, ça c'est clair. Hein. Et bien, je ne suis pas là pour les désespérer. Je suis là pour leur dire, on ne va pas revenir en arrière, mais vous ne pourrez ni vivre comme vos mamans, ni comme vos grands-mamans. C'est tout. C'est pas forcément, ça ne sera pas plus mauvais, hein, mais ça sera différent. Et elles le savent bien. Je vous ai mis ici des animaux extrêmement hydratés, une méduse, ici ou un tunicier, 98% d'eau. Voici un des êtres vivants les plus secs que j'ai trouvé, une graine de date n'a que 5% d'eau. Voilà, et pour terminer sur ces histoires d'eau, je vous emmène au Chili. On reste dans l'observation de l'univers. Là, vous avez les plus grands laboratoires d'astronomie de la planète. Ici, on est à 2400 mètres à Paranal. Vous avez 4 télescopes géants, un télescope infrarouge, et là, on observe l'univers, une image de la Voie lactée. C'est eux qui ont produit cette merveilleuse image, il y a 4 ans maintenant, de l'univers 400 millions d'années après l'explosion du Big Bang. Et l'an dernier, on a installé une nouvelle station à 5300 mètres, à San Pedro, à Alma, où vous avez 66 antennes géantes qui écoutent l'univers. Donc on a là la plus haute technologie de la planète. Et bien tous les jours, dans ce désert total du Chili, parce qu'il ne pleut jamais là-bas depuis longtemps, si vous n'arrivez pas à lire « agua potable », il y a un camion qui amène de l'eau, tout simplement. Alors même pour les cerveaux des meilleurs ingénieurs et techniciens du monde, hein, ces astronomes-là, bah, il faut amener de l'eau potable et de l'eau douce tous les jours. Donc ça nous ramène à la relation à l'eau qui est essentielle. Ça, aux enfants, il faut leur apprendre ça tout de suite. L'eau est absolument, surtout pas un produit de gaspillage. Alors après, l'histoire a commencé il y a longtemps, 12 milliards d'années, nous dit Hubert Reeves, explosion de supernova. Et puis là vont apparaître les éléments lourds. Vous connaissez que la chimie, les chimistes adorent ça. On a fait un tableau de Mendeleïev, on classe tous les éléments chimiques. Les plus légers au début, l'hydrogène, 1. L'hydrogène, il est fantastique, il fait 76% de l'univers est fait d'hydrogène. Atome très particulier. On va vers les lourds. D'ailleurs, l'humain en invente des nouveaux en ce moment, mais qui durent un 10 millième de seconde, hein, grâce aux accélérateurs de particules. On arrive à des trucs qui dépassent 100. Et c'est là que vont apparaître des éléments essentiels, comme par exemple 2 qui m'ont beaucoup intéressé, le sodium et le potassium. Ça, c'est l'eau de mer, bretonne, ici en face de chez nous. Du chlore, 540 millimoles de chlore par litre d'eau de mer ici au golfe du Morbihan, 450 de sodium et puis 11 millimoles de potassium. Toujours pareil. Et c'est comme ça depuis au moins 100 millions d'années. L'océan est très stable. Il y a un océan, il n'y a pas des océans. C'est une invention de l'humain de mettre des limites sur des cartes. Il y a un seul océan. Il ne jouerait pas ce rôle sur le climat qu'il a aujourd'hui s'il était pluraliste, l'océan. Et voici la composition de l'océan qui est stable depuis extrêmement longtemps. Et puis, je vous ai mis des images ici de littoraux. Mais avant, je vous ai mis cette image ici. Là, c'est quoi, ça? Et c'est un peu le rôle de la science. C'est un caillou que nous avons exposé à Paris au Muséum d'histoire naturelle dans la galerie de minéralogie. Vous allez le revoir mis en valeur dans 2 semaines. On ouvre la prochaine exposition météorite. Et là, vous avez cette météorite. C'est hyper moche, ce truc. Ça ressemble à rien. Un vieux caillou noir qui fait 11 kilos. Il tombe du ciel. On est en 1864, au mois de mai. Toulouse est illuminée par une pluie d'étoiles cette nuit-là. Et des paysans du Gers ramassent ces cailloux. Mais il n'est pas astronome, il ramasse. Il ne les jette pas à la poubelle, il ramasse ce caillou. Et ils vont rester dans une caisse à oignons pendant 100 ans. Jusqu'au jour où des gens vont lui dire, tu sais, ce caillou, il n'est pas ordinaire, hein, c'est une météorite. Ah ben oui, c'est l'arrière-arrière-grand-père qui l'avait ramassé, une nuit de pluie d'étoiles. Et il va arriver devant les nanosondes de la rue Buffon à Paris, où nous avons les plus puissants systèmes d'analyse de géochimie.
Et là, on va dater ce caillou. Et ça change tout. Il est hyper moche, mais il est génial, ce caillou. Et quand vous le caressez, ça va changer les relations au caillou. Il a 4,6 milliards d'années. Il est contemporain de la mise en place de la Terre et du Soleil. Ce caillou vient du moment où le Soleil explose et libère effectivement cette planète, dont la Terre, avant la formation de la Lune. Alors, il raconte une histoire. C'est ça le rôle de la science aujourd'hui. C'est de raconter une histoire et pourquoi pas d'émerveiller les gens à partir d'un truc qui au départ n'avait aucun intérêt. Et ce caillou raconte l'histoire de la vie aussi, bien sûr. Les météorites ramènent des choses intéressantes aussi. Et je vous ai mis ici un estuaire. Ici, ce n'est pas la Bretagne. Je suis allé à Madagascar, vous la cherchez. J'aurais pu mettre très bien l'estuaire de la Gironde chez moi, ou bien l'estuaire de n'importe quelle rivière bretonne. On peut aller sur l'Ailée, on peut aller sur le Jaudy, ou là où vous voulez, sur les Lornes. C'est quoi un estuaire? C'est un mélange subtil de l'eau douce qui vient de la montagne et de la terre avec l'eau de mer. L'eau de mer, on a vu la même partout. La même partout depuis 100 millions d'années, c'est intéressant. Comment ça se fait qu'elle ne change pas? Vous avez des milliards de tonnes de sédiments tous les jours qui arrivent à l'océan. Ça ne change pas la salinité, elle reste la même. Tout est recyclé dans un système Terre qui est extrêmement intéressant à regarder. Là, vous avez l'eau qui est douce, et là, vous avez l'eau de mer. Et qu'est-ce que je vous mets ici, là? Ça, c'est quoi? C'est votre sang en ce moment. À vous. À moi, je ne suis pas un extraterrestre, je suis comme vous. Hein. Pourquoi j'ai 145 millimoles? Il y a des médecins dans la salle. J'ai 142 millimoles de sodium dans mon sang, j'ai 105 millimoles de chlore, 3-4 millimoles de potassium. Ça change, c'est le coma profond. Le sang humain raconte l'histoire de la sortie de la vie de l'océan. Le sang humain, c'est ça, c'est l'eau qui est là. C'est ni celle-là, ni celle-là. On est entre les deux. Je faisais un article qui sortira dans le Sud-Ouest la semaine prochaine, dans le train, en venant vous voir cet après-midi, là, puisqu'on va faire un grand colloque sur le littoral. Quel est le rôle du littoral dans l'histoire de la vie et dans l'histoire de l'humanité? Essentiel, absolument essentiel. Ben, ça, c'est le fossile le plus ancien que l'on ait à Paris. Ce sont des colonies de cyanobactéries d'Australie, datées à 3,45 milliards d'années. Ça, c'est les mêmes que j'aurais très bien pu ramasser tout à l'heure dans une flaque d'eau sur le campus de votre université à Vannes. Il y en a plein dans les flaques d'eau, là. Vous vous rendez compte que ces êtres vivants qui sont là, tout près de chez vous, dans votre jardin, pas dans votre lit quand même, mais dans le jardin, oui, dans les flaques d'eau, hein, bien, elles ont une histoire extrêmement ancienne. Elles se ressemblent étrangement et pourtant elles ont 4000 millions d'années d'histoires évolutives différentes. C'est les premiers qui apparaissent sur la Terre, dans l'océan, et c'est les premiers qui vont conquérir les continents il y a à peu près 1 milliard d'années. Alors bien sûr, tout n'a pas été une affaire tranquille, puisqu'il y a eu des grandes crises, ça on le sait très bien. En gros, on connaît cette histoire depuis 800 millions d'années, 4 milliards d'années, on ne sait pas. Ça a disparu, ça a été refondu dans les tectoniques des plaques, ça a été repris partout, c'est trop ancien. En plus, il n'y avait pas de fossiles fossilisables. Tout est mou au départ, hein, des vers, des méduses, des trucs comme ça, des cellules isolées. Ça se fossilise très très mal, très 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 mal. On en a quelques-unes, c'est des corarissimes, hein, la faune de Yakara ou de la Burgess Pass au Canada, mais c'est pratiquement rien. Donc en fait, les dieux vont aider les paléontologues quand on invente les os, les squelettes, les coquilles, les cuticules. Là, c'est génial. Vous avez des fossiles. Des huîtres, une huître fossile, ça se voit tout de suite, même qu'on n'est pas spécialiste. On voit que c'est une huître. Hein. Une ammonite, hein, comme je vous ai mis ici, hein, qui était une sèche, un céphalopode. Elles vont exister et puis on les connaît. Et puis elles disparaissent plus ou moins brutalement il y a 60 millions d'années, au moment de la grande crise qui sépare justement le secondaire du tertiaire, qui fait aussi disparaître les dinosaures. Donc les crises, c'est quoi ? 60 crises depuis 800 millions d'années, dont 5 majeures qui ont bien été étudiées et qui, en fait, expliquent la disparition d'espèces sur un temps court. Pour les ammonites, vous voyez très bien ici, pour les ammonites, les rouges vont s'éteindre ici, à la limite primaire-secondaire. Les vertes qui ont démarré un petit peu avant vont exploser après, mais elles mettront un certain temps. Hein. 10 espèces au bout de 6 millions d'années. 80 espèces après 23 millions d'années. C'est ce que je dis au monde politique d'aujourd'hui. Ce qu'on détruit, il faut l'éternité pour le refaire. Donc développer une culture de l'impact pour éviter de faire des bêtises. Chaque fois qu'on fait quelque chose, pensez à ce qui pourrait se passer. Pas un précautionnisme exacerbé, je ne suis pas pour ça. Simplement, se poser la question. La nouvelle loi qui a été lancée l'an dernier, d'ailleurs qui a été bien lancée grâce à Joël Labbé, entre autres d'ailleurs, et son compère du nord de la France, de la Somme, qui ont beaucoup milité pour qu'elle passe, c'est reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. C'est pour faire qu'en France, on n'ait plus aucun projet d'aménagement sans aussi tenir compte du vivant et de la biodiversité. Qu'est-ce qui va se passer? Éviter si on peut. Si vraiment il faut faire parce qu'il y a un salut public derrière, réduire les impacts. Et si vraiment on peut ni éviter ni réduire, compenser.
Et c'est là que compenser, moi en écologue, je ne suis pas d'accord avec ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'on ne peut compenser pour moi que localement. Moi, je ne crois pas à la compensation d'une mare détruite à Lille par des moutons dans la plaine de l'Accro. Hein. Ça ne va pas, ça. Pour un écologue, ça veut dire compenser localement. Hein. Comment vous ramenez localement de la diversité? Mais ça devrait être transitoire. À terme, on ne devrait plus du tout détruire, bien sûr. D'ailleurs, dans la nouvelle loi, vous n'avez plus le droit de détruire les écosystèmes. Donc, les oursins sont intéressants. Vous connaissez bien les oursins en Bretagne. Il y a 700 espèces d'oursins sur la Terre aujourd'hui. Il y en avait plusieurs centaines durant l'ère primaire. Deux sont passés du primaire au secondaire. 2. Il y aura de la culotte des oursins. Hein. 700 aujourd'hui. Les 700 oursins actuels viennent de ces 2 qui sont passés au moment de cette grande crise. Alors, la biodiversité, souvent, on croit que c'est ça. Alors, quand j'étais avec ma ministre, si je voulais la convaincre qu'il me fallait qu'elle m'aide à sauver la biodiversité, je montrais ça. Ça marche bien avec les députés, les sénateurs aussi. Regardez comme c'est beau la biodiversité. Oh, on me dit, ouais, t'as raison quand même. Une expédition ici en île de la Guadeloupe, en mai 2012, on est 25 chercheurs, et on creuse 3 mètres sous les fesses des touristes. Je suppose que certains d'entre vous sont allés passer des vacances en Martinique et en Guadeloupe. Eh bien, vous n'avez jamais regardé ce qu'il y avait en dessous. Il y a des choses incroyables. Tout petits, ils sont gros comme ça. Hein. Alors, je voulais choisir les jolis. Ça, c'est la biodiversité. C'est tellement beau qu'il faut la sauver. Mais ce n'est pas que ça. C'est ça aussi, la biodiversité. Et là, ça change tout. Là, le député de Perpignan, il me dit, attends, Gilles, écoute, attends. Il me dit, attends. Bon, moi, je vais t'aider. Hein. Sauver ce truc-là, je veux bien, parce que vraiment, il est trop beau, il faut qu'on le sauve. Mais tu veux vraiment sauver ce truc-là, le poisson globule? Et c'est ça, c'est qu'en fait, ce n'est pas une histoire d'être joli, d'être beau, d'être utile ou pas utile. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une tendance assez dramatique de l'utilitarisme. Je ne te sauve que si tu me sers. Réfléchissez depuis ce matin au nombre de choses que vous avez faites qui n'ont absolument aucune utilité, mais qui vont donner du plaisir. Et c'est là qu'il faut qu'on revoie nos critères. En plus, on le trouve moche sur nos critères à nous. Sa copine globule est aussi moche que lui, elle le trouve beau en fait. Hein. Et ils font des bébés globules pareil qui sont aussi moches que les parents. Hein. Et celui-ci est génial, il s'appelle le rat taupe nu. Il ne vit que dans des terriers au Kenya. C'est un gros rongeur. Au lieu de parade des moches, il était foutu, on allait le jeter à la poubelle. Hein. Et puis en 2005, un collègue cancérologue m'appelle, j'étais au muséum à l'époque, et il me dit, mais Gilles, tu connais les rats taupe nus? Je dis, bah oui, je sais que ça existe, ça vit dans des terriers au Kenya. Il me dit, tu sais les élever? Jamais essayé, mais au muséum, on peut tout essayer, on veut bien essayer d'élever les rats taupe nus. Et on s'est mis, il y a un laboratoire en France, à Orléans, qui élève des rats taupe nus. On découvre que ce rongeur vit 50 ans et ne fait jamais de cancer. Ah, du jour au lendemain, c'est une star pour la recherche. Pourquoi il ne fait pas de cancer? Et nous, on en fait. Donc vous voyez qu'on peut être moche et super génial. Donc si ce n'est pas les beaux ou les moches, c'est ça la biodiversité. Et ça change tout. Alors c'est pareil en Bretagne qu'en pays catalan ou en pays aquitanien. Sans notre pinard, sans notre fromage et sans notre pain, on n'existe pas. Et c'est vrai pour les garçons et pour les filles, ça aussi. Donc vous voyez que c'est ça en fait. Pensez aux acariens des croûtes de fromage, pensez aux levures, pensez aux bactéries. Quand on mangeait un roquefort ou un comté, et tout est là en fait. Au vin, là si j'enlève le verre des bouteilles et des verres et le nickel des couverts, tout est du vivant. Vous ne mangez que du biologique. Manger un vélo, il y a des mecs qui ont fait ça, mais c'est vraiment pour dire en fait. Hein. C'est des trucs de fou, ça c'est des humains cinglés, toujours que des mecs d'ailleurs, c'est jamais des femmes qui font des bêtises comme ça. Et puis, vous ne coopérez qu'avec du vivant. Vous avez autant de bactéries sur vous et dans vous que de cellules humaines. Sans elles, vous ne pouvez pas digérer, vous n'avez pas envie. Vos émotions sont contrôlées par ce biome intestinal. Il faut se laver un petit peu, mais pas trop. Détruire les bactéries de la peau sont extrêmement utiles, immunitairement parlant. Donc c'est vrai que c'est tout ça. Ce qui veut dire finalement que l'humain a choisi quelques espèces dans la cohorte du vivant, les vaches par exemple, et puis ben voilà, il a élevé des vaches, et puis en Bretagne on sait ce que c'est qu'une vache, hein. Et puis voilà, c'est tout. Aujourd'hui il y a un petit problème de vaches parce qu'il y en a quand même un petit peu trop. On a à peu près 1,5 milliard de vaches, calculé par le poids des vaches, il y a plus de masse de vaches sur la Terre que de masse d'humains. Bon, ça commence à poser quelques soucis. Surtout que vous avez des gens comme en Inde ou à Madagascar, ils ont des vaches mais ils ne les bouffent pas. Parce que bon, c'est un signe de richesse. J'ai beaucoup de vaches et beaucoup de femmes, donc je suis important. Donc là, il y a une vraie question qui est lancée. Alors, je ne suis pas végane du tout, hein, absolument pas. Simplement, c'est clair qu'il faut aujourd'hui manger moins de viande et moins de poisson. Si on veut simplement nourrir demain décemment 10 milliards d'humains, c'est une question de place en fait. Hein.
et les élever certainement beaucoup mieux que ce qu'on peut faire quelquefois. Mais moi, je ne crois absolument pas à un monde agricole qui ait ces animaux d'élevage. Ce n'est pas vrai. Hein. Donc là, il faut reprendre, rediffuser, retravailler ensemble. Il faut absolument redonner au monde agricole la place dont il a besoin aujourd'hui. Alors, maintenant, beaucoup plus intéressant que des espèces, parce que vous avez vu, j'y crois pas trop aux espèces, moi. Hein. Je m'intéresse aux écosystèmes. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. Une goutte d'eau de mer. Je peux la prendre ici, à Sarzeau. Je peux la prendre à Banyuls, je peux la prendre à Bordeaux, c'est partout la même. Des centaines de milliers de microalgues, des millions de bactéries et des milliards de virus. Chaque fois que vous allez nager, vous avalez de l'eau de mer. Et vous avalez un tas de trucs comme ça. Et vous êtes beau quand même. Hein. C'est ça la cohabitation avec la biodiversité. Regardez cette image, elle est magnifique. Ça, j'ai montré ça aux astronautes hier. Et aux cosmonautes russes qui étaient là. J'aurais dit, regardez, je vous montre cette image, vous croyez dans la nébuleuse d'Orion. On se croit quelque part dans l'univers. Non, c'est une goutte d'eau de mer à Brest. Et vous avez des centaines de milliers de microalgues, des millions de bactéries et des milliards de virus. C'est ça, en fait, l'univers du vivant, dans une goutte d'eau de mer depuis les origines de la vie. 98% du poids de la vie dans l'océan, c'est ça. Ce n'est pas les baleines, ni les thons, ni les requins. C'est ça. Il y a beaucoup plus de masse là que les forêts tropicales. Donc l'océan, il est absolument fondamental dans tout ça. Et on est en train quand même de sérieusement commencer à l'abîmer, en particulier avec nos saloperies que sont les matières plastiques. Deuxième écosystème, un sol. Si vous avez ici des gens du monde agricole, vous connaissez les sols. Tous les sols, c'est ça. Votre jardin aussi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec ces pesticides à haute dose, on a massacré ces sols. On a tué la moitié des sols de la planète. On me dit, on va faire du hors-sol. Attendez, c'est comme les gens qui me disent, il n'y a plus d'abeilles, c'est pas grave, on va faire des drones pour... Attendez, on s'attaquer aux abeilles, pas aux abeilles, mais au problème des abeilles, on va faire des drones. Ça n'a pas de sens. C'est là que l'intelligence ne suit absolument pas devant la technicité ou la technologie vantée à l'extrême. Et ici, c'est vrai que dans un sol, vous avez 3,5 tonnes de champignons à l'hectare, 2,5 tonnes de bactéries à l'hectare, des tardigrades, mes petits chouchous, des vers de terre, des nématodes, des collemboles et des acariens. C'est ça un sol qui est vivant. Il faut retrouver ces sols. En Calédonie, aujourd'hui, on est en train de restaurer des sols détruits par l'activité minière, par les métaux lourds, du nickel en particulier. Les projets de mines d'or en Guyane sont des catastrophes environnementales, bien entendu. Est-ce qu'on a besoin de cet or? Pour faire quoi? On va détruire la forêt tropicale. On va récupérer des paillettes d'or. On va les agglomérer, faire des lingots d'or qu'on va mettre dans des caves. Et on s'appelle Sapias. Vu de l'extérieur, c'est totalement stupide, ça n'a pas de sens. Hein. On va tout détruire, certains vont s'enrichir de façon incroyable par rapport à d'autres qui s'appauvrissent tous les jours, et on va stocker ça dans des caves. Laissons-le là où il est. Donc vous voyez que c'est là qu'il faut qu'on réfléchisse à des modes de vie complètement différents. Troisième écosystème, c'est mon dernier. C'est quoi ça? Eh bien, c'est l'intestin d'un bébé humain à la naissance. On a tous été bébés humains à la naissance, les filles et les garçons. Je me suis beaucoup intéressé à ce moment précis. Je me suis dit, finalement, chez une femme qui va accoucher, à quel moment son bébé entre en contact avec la terre? Ce n'est pas dans elle. Dans elle, il perçoit des sons, il perçoit des émotions, mais il n'a aucun contact avec la biodiversité de la terre. Il n'y a pas de bactéries qui passent, la barrière du placenta. C'est le moment de la rupture de la poche des os. À ce moment précis, en pré-accouchement, des bactéries extérieures à la maman, mais qui sont dans elle, celles-ci, là, vont se précipiter pour aller contaminer ce bébé. Et un bébé humain, il met 2 années pour stabiliser sa flore. Si vous avez des bébés, ils sont en cours de stabilisation. À 2 ans, ils auront leur flore définitive. On a fait du séquençage là-dedans, évidemment, vous imaginez bien. On a trouvé de la place pour plus de 1000 espèces de bactéries. On n'en connaît même pas la moitié. D'un écosystème qui est incroyable, il est au sein de chacun d'entre nous. Tous les deux, là, on a au moins 180 bactéries, exactement les mêmes en commun. Puis, toutes les deux, vous en avez d'autres qui ne sont pas forcément les mêmes en commun aussi. Ça marche comme ça. Et ça change ça. Et ça explique beaucoup des maladies actuelles. Alzheimer, autisme, diabète de type 2, obésité. Quand on fait du séquençage de bactéries intestinales d'obèses, elles n'ont rien à voir avec celles d'un type qui est svelte à côté. D'ailleurs, maintenant, on est en train de faire des réimplantations fécales de bactéries d'un type fin chez un obèse pour lui faire perdre du poids. Ça paraît ragoûtant, mais ça a l'air de marcher. Donc, vous voyez que cette relation entre ce monde microbien qui est au sein de nous-mêmes et notre vie sont absolument essentielles. Et pourquoi ça change? Parce qu'on mange tout à fait différemment, n'importe quoi. Et puis surtout, on utilise beaucoup trop à tort et à travers les antibiotiques. Alors pour terminer là-dessus, vous montrer que les relations avec le vivant, Tara Océan, on en parlait tout à l'heure,
avec toi. Tara Océan, en fait, a fait un tour du monde entre 2009 et 2013, nous ramène des milliers de séquences, peut-être de quoi décrire, peut-être 700 000 espèces nouvelles dans l'océan, on n'en connaît que 300 000 aujourd'hui, des bactéries, des microalgues. Et puis, on a séquencé ces microalgues. Regardez ici. En bleu, ce sont des gènes que de microalgues de l'océan. En rouge, mon bébé humain. En gris, elles sont communes. Un tiers de nos gènes, à tous ici dans la salle, sont les mêmes que les cellules végétales du phytoplancton. Nous venons du même système, on ne peut pas y échapper, on est dedans. Et pour vous achever, c'est ma dernière image sur ce chapitre-là, c'est votre lit ce matin. Voilà. Tous, que vous dormiez seul ou à deux, ça marche mon truc. On peut faire la manip si vous voulez demain matin. Hein. Alors j'avais une jeune femme un jour qui me dit « mais oh, j'ai un bébé, alors c'est pas possible, c'est quand même pas, ils sont trop laids, ils sont moches, leurs épines. » C'est génial. Elle dit, vous en voulez moins, vous savez ce que vous faites? Vous ne refaites surtout pas le lit. Vous sortez le bébé, vous laissez le lit grand ouvert en ouvrant la fenêtre, avec un beau soleil qui tue au moins la moitié des acariens, il y en a moins le lendemain. Mais si vous refaites le lit propre tout de suite avec le bébé à l'intérieur, vous doublez la colonie d'acariens pour le lendemain. Et pourquoi ils sont là? Parce qu'ils vous bouffent tout ce que vous avez à rejeter, des cellules de la peau, des cheveux, des paupières, tout ce que vous voulez. D'ailleurs, si vous ne dormez pas là, ils vont aller ailleurs, ils vont dans le lit à côté où il y aura un humain qui va passer. Donc vous voyez qu'on est totalement dedans. C'est comme mon eau de mer tout à l'heure, hein. Quand vous nagez, vous êtes baigné par ce système vivant, en permanence. Voilà, donc maintenant j'espère que je vous ai convaincu, nous faisons partie de la biodiversité et nous en sommes même une émanation importante. Alors maintenant la question c'est quand est-ce que l'humain a commencé un peu à dérailler et à avoir une influence délétère sur nos écosystèmes. Domestication du feu, 1,5 million en Afrique. Le feu a été incroyablement socialisant. On sait maintenant que ces erectus parlaient. Hein. Ils ont un larynx qui nous fait penser qu'ils parlaient, ils communiquaient. Ils se racontent des histoires le soir au coin du feu. Et c'est génial, parce que c'est là que le cerveau humain et la main humaine vont pouvoir se libérer complètement, en fait. Hein. On parle du collègue qui a été piétiné par un rhinocéros le matin, hein, de la copine bouffée par un tigre à dents de sabre. Hein. C'est ça, en fait. Hein. On se raconte des histoires et on se socialise. Après, on découvrira que ce feu permet de durcir les épieux de chasse et de guerre. Ce feu aussi, surtout, et c'est pour ça qu'ils l'ont eu au départ, va tenir à l'écart les grands prédateurs. Vous avez vu le livre de la jungle, Shere Khan, il est très fort, mais il n'aime pas le feu. Hein. Donc, et on sortira de l'Afrique. Tous les 100 000 ans, il faisait moins 40 ici à Havane. Hein. Donc, sans feu, c'était impossible de pouvoir survivre dans des conditions comme ça. Donc, c'est vrai que, et chaque fois que l'humain sort d'Afrique, on a bien les cadres pour Homo sapiens. Hein. Donc, je démarre à 130 000 ans, 115 000, 95 000, 75 000, 35 000 ans, l'humain sort chaque fois que le Sahara n'est plus un désert, regorge d'eau, et que la péninsule arabique a reverdi. On sort. Comme quoi le climat a toujours très drivé les activités humaines depuis très longtemps, en fait. Hein. C'est très important. Ce n'est pas une mince affaire, le climat qui change. Après, bien sûr, alors plus tard, on découvrira que le feu permet de cuire les aliments. Mais beaucoup plus tard, au début, ils ne savaient pas. Mais c'est génial, parce que quand vous cuisez un aliment, premier intérêt, vous le stérilisez quelque peu. Hein. Quand vous mangez un morceau de viande sur un cadavre de zèbre tué par les lions il y a 15 jours, après le passage des lions, des hyènes et des vautours, vaut mieux le cuire quand même. Hein. Sinon, il y avait quand même quelques problèmes. Il y a des bactéries, il y a quelques bactéries. Je les aime les bactéries, mais il y a quelques méchantes quand même dans l'histoire. Et puis surtout, deuxième intérêt, durant les moments de disette, il n'y avait pas grand-chose à manger. Vous mangez beaucoup moins en quantité d'aliments cuits que crus. Vous mangez beaucoup plus d'aliments crus que cuits. Et ça, effectivement, vous êtes rassasié beaucoup plus vite. Alors c'est curieux parce que dans nos camps, en ce moment qu'on a en Ouganda, on a des chimpanzés, des bébés chimpanzés qui ont été arrachés à leur mère, massacrés et braconnés. On a fait l'essai. Hein. On donne de la viande crue et cuite. Ils se jettent sur la viande cuite tout le temps. Hein. Ils ne savent pas la cuire. Alors par contre, belle histoire récemment, des collègues de Montpellier, un collègue écologue du CEF, qui est un gros laboratoire d'écologie, qui a été classé récemment au niveau mondial comme le 2e laboratoire d'écologie au monde. Les Français sont bons en écologie. Hein. Après Oxford, le 2e au monde, c'est le CEF de Montpellier. Il était arrêté au péage de l'autoroute et il y avait un petit moineau qui avait un drôle de manège. Il venait sur le capot de la voiture avec des asticots qui cuisaient sur le capot de la voiture. Pour mes copains ornithologues, c'est intéressant. Hein. Il dit, mais c'est une blague, c'est un truc... Bon. Il est revenu le lendemain, il était toujours là, et il cuisait ses asticots sur le capot de la voiture, du type qui a fait 300 km. Ils ont cherché le nid, ils ont trouvé les bébés, ils ne bouffent que des asticots cuits. Donc on attend de voir le moment où tous les moineaux du coin, vous vous rappelez l'histoire de ce macaque japonais qui a commencé à laver ses aliments il y a une 50 d'années,
Et tous les macaques japonais, aujourd'hui, lavent leurs aliments avant de les manger. Lavent les aliments avant de les manger. Et bien mes petits moineaux ici à Montpellier ont commencé. Une voiture, pour eux, c'est un réchaud qui arrive là. Hein. Après un peu de route, ils cuisent mes asticots dessus et je mange les asticots cuits qui sont bien meilleurs que les crus. C'est intéressant. Néolithique. Les femmes commencent à faire beaucoup de bébés, histoire de femmes, clair. On ne résoudra pas du tout la crise démographique sans les femmes. C'est vital, l'éducation des petites filles, le retour des filles à l'école. Ce n'est pas une sorte de mec, la démographie, c'est une sorte de femme. Quand je vois les femmes africaines aujourd'hui, dans quelles conditions elles se trouvent, c'est effroyable. 700 millions de femmes en Afrique vont chercher du bois dans la forêt, donc déforestent. Ce n'est pas les grosses multinationales qui déforestent, hein, pour chauffer de l'eau. Donc l'éducation des femmes est absolument essentielle dans cette question-là. Elles se mettent à faire beaucoup de bébés, ça oblige les humains à s'arrêter. Et là, on va inventer agriculture et élevage, il y a à peu près 12 000 ans. Le premier animal domestiqué, c'est le chien. Puis après, le chat, un peu plus tard, la vache. Beaucoup plus récemment, le cheval. Et l'année domestiquée, c'est le lapin. Il n'y a que 2500 années, on domestique le lapin, qui à l'époque ne vivait que dans le sud de la France et dans la péninsule ibérique. Il est partout, le lapin, au monde aujourd'hui. Hein. Il ne vivait que là, au démarrage. Les humains les ont amenés absolument partout. Le lapin venait avec les rats, avec les souris. La machine à vapeur, et là, ça bascule. C'est le gros problème d'aujourd'hui. Denis Papin invente la machine à vapeur. James Watt fait la première locomotive. On est quelques années avant la Révolution française. Du jour au lendemain, il faut du charbon et du pétrole. Et tout va basculer. Et une grande partie des problèmes actuels sont liés, bien sûr, à l'usage du charbon et du pétrole, bien entendu. Hiroshima, Nagasaki, août 1945, 2 explosions nucléaires. L'humain est capable, par sa technologie, sa science, son industrie, de créer un événement qui rappelle un grand accident climatique. Une éruption volcanique, un tsunami. On détruit brutalement en quelques minutes 2 villes de plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Tout bascule ce jour-là. Bon, en fait, hein. L'humain est capable là, de créer des choses par ses connaissances. On commence à se demander est-ce que les connaissances peuvent être délétères à l'humanité à terme. C'est une vraie question qu'on s'est posée depuis ces questions-là, entre le nucléaire civil, militaire. On a toute la guerre froide que beaucoup d'entre vous ont vécue. Hein. Dans les années 80, il y avait 70 000 ogives nucléaires entre les Américains et les Soviétiques en 83-84. Alors, il y en a beaucoup moins aujourd'hui, mais il y en a quand même 15 000. Donc, de toute façon, on a quand même de quoi détruire. Elles sont plus fortes que celles qu'on avait à l'époque. Hein. Donc, c'est des vraies questions intéressantes à regarder. Et surtout, cette date m'intéresse parce que c'est l'explosion démographique. En 1945, nous sommes 2,3 milliards d'humains sur la Terre. On est 7,5 aujourd'hui. On a entre triplé et quadruplé la population humaine sur 70 ans. Et ça va continuer. Demain, 9 milliards, 10 milliards. Alors, on me dit ça va s'arrêter, peut-être. 100 millions au Congo, 100 millions en Égypte, 100 millions en Éthiopie, 200 millions au Nigeria. L'Inde est en train de dépasser la Chine. L'Inde va être le premier pays peuplé au monde d'ici quelques temps, avant 2 ans. Donc c'est une vraie question aussi qui est posée, que posait aussi Paul Ehrlich. Tout ceci a amené Crutzen à poser le terme d'anthropocène que j'évoquais tout à l'heure en 2000. Alors tout ceci a été lié à notre technologie. Pourquoi l'humain était capable de faire ça? Qu'est-ce qui différencie un humain d'un animal finalement? Même des plus intelligents. Moi qui ai beaucoup travaillé sur les chimpanzés quand on est en Ouganda, on les regarde, on a vécu 19 ans avec des chimpanzés, sauvages. Hein. On leur donne jamais à manger, on les regarde jamais dans les yeux, on ne les touche jamais. Même quand ils sont malades, on ne les traite pas. On est avec des chimpanzés sauvages pour qu'au bout de 19 ans, ils nous acceptent comme étant un arbre ou un caillou à côté d'eux. On rentre dans le clan, il n'y a pas de problème. Ils ne vous regardent même pas. Ils regardent comment ils font, comment ils vivent. Ce n'est pas des chimpanzés savants dans des cirques ou des zoos, hein, comme on avait fait dans les années 70. Hein. Vous vous rappelez l'histoire terrible de Nîmes, ce chimpanzé humanisé à qui on avait appris le langage des signes. C'est très mal terminé, cette histoire-là. Et en fait, ils mangent des plantes, on les connaît bien, ils se font la guerre, il y a du sexe, il y a des plaisirs, ils rient, c'est pas le propre de l'homme, le rire du tout, ils s'amusent, ils font des blagues, ils trichent. Ils ont horreur d'ailleurs de l'injustice, d'ailleurs, hein, on le voit très très bien. Je donne un sucre à un et pas à l'autre, c'est très très mal vu, ça, effectivement, pour ceux qui sont dans les camps, hein, pas ceux qui sont dans la nature, on ne rit jamais. Et quelquefois, ils mangent une plante qu'on n'avait jamais vue utiliser. Et on va la chercher et on trouve dedans des puissants antipaludéens. Ils ne meurent jamais du paludisme, chimpanzés. Les humains meurent du paludisme. Ils se traitent, ils ont leur pharmacopée. C'est pas qu'une maman chimpanzé, elle met 5 ans à élever son gamin. 5 ans. 5 ans, on va s'occuper que de lui. Il n'y en a qu'un, parce que le mâle est un infâme macho qui ne va jamais accepter de s'occuper de la progéniture, en fait. Peut-être que la différence entre l'humain et ces grands sages au début a été le fait que le mâle humain a accepté, t'es un peu gentil, de s'occuper de sa femme ou de ses femmes et de la progéniture. Et donc, elles étaient tout le temps enceintes. Hein. Une femme peut être enceinte très, très fréquemment. Alors qu'une femelle chimpanzé, c'est tous les 6 ans.
Mais au bout de 6 ans, elle devient incroyablement attractive pour les mâles. Elle prend plein de garçons en même temps, mâles, les chimpanzés. Il y en a des très mauvais, vous en savez quelque chose, il faut trouver un bon. Elle est fécondée et elle repart pour 6 ans comme ça. Et j'en ai une en ce moment d'ailleurs qui est intéressante, parce qu'on ne savait pas du tout. Hein. Elle a 55 ans, elle est enceinte. Donc je ne suis pas sûr qu'ils aient des ménopauses en fait. Hein. Donc là, c'est pour vous montrer qu'on est sur un système, et ils sont cognitifs, ils sont ingénieux. Je les vois travailler pendant 1 heure pour préparer une brindille, pour attraper un termite dans la termitière. Il va calculer l'angle à 3 degrés 22, 4 degrés 26, il attrape sa termite et la bouffe. Dès qu'il a fini, il s'en va, il laisse son outil par terre. Je lui crie, mais ramasse-le! Ça ne marche pas. Elle est là la différence entre le singe et l'humain, pour moi. Alors que ces humains, au départ, avec leur biface fabuleux, je vous en ai mis un ici, ça c'est la clé de l'humanité, c'est ça en fait. Ça a été pendant 3 millions d'années le seul outil et arme de l'humain, le biface. Un caillou taillé, il y en a plein à la Bretagne. C'est plus récent ici, parce qu'en Bretagne, ils sont arrivés tardivement. C'est comme le bout du bout du bout, hein, le Penarbed. Mais c'est vrai. Et donc, là, vous avez des gisements intéressants. Et avec ce biface, on fait tout. Et ça va tout changer dès que la technologie va s'emparer de ceci et qu'on va changer nos systèmes. Et pour moi, la première grande invention de l'humain, c'est l'arme de jet. La lance, le propulseur, l'arc et la flèche. 8000 ans, l'arc et la flèche. Vous tuez la proie ou le prédateur à distance. Ça change tout. Quand les chasseurs m'énervent, je leur dis souvent, mes copains ornithologues, je dis « Allez, je vous file un biface comme ça, allez me tuer un sanglier avec. » Croyez-moi, le sanglier, il a ses chances. Et oui. Et ça a été très longtemps comme ça, très très longtemps comme ça. Et maintenant, le cas inverse horrible qui me fait pleurer, c'est quand je suis au Congo, ces gamins, ils ont 14-15 ans avec des kalachnikovs qui m'abattent tous les éléphants et tous les rhinocéros. Après avoir violé toutes les femmes du village d'à côté, d'ailleurs, en passant. Hein. Dans un sens et dans l'autre. C'est ça le système, avec ce sentiment délétère de la domination de l'humain grâce à la poudre noire, qui est inventée par les Chinois en 1200. C'est récent, la poudre noire. Hein. Avant, on avait des arcs, des flèches, on avait des lances, on n'avait pas d'armes à feu. Et ça va tout changer, jusqu'aux armes nucléaires actuelles, bien sûr. Alors après, vous avez effectivement les villes, vous avez la roue. Il y a 8000 ans, on invente la roue, ça va tout changer. On transporte sur de grandes distances des objets très lourds. Puis après, ça va être l'âge des métaux, les moulins à vent et à eau, la poudre noire, on l'a dit, puis ça va être la machine à vapeur, les vaccins, les avions. Les avions volent depuis 150 ans, les frères Wright. Les oiseaux volent depuis 150 millions d'années. Et sans oiseaux, on n'aurait jamais inventé les avions. Je regardais les spatules magnifiques des marais de Séné cet après-midi, là. Voilà, sans elles, on n'aurait jamais inventé les avions. On les a regardés. Léonard de Vinci, quand il disait, en fait, prends tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur. Tout est là, dans la notion de bio-inspiration et de biomimétisme. Le vivant sait tout faire. Sans faire de produits toxiques, il n'y a aucun produit toxique dans le vivant. Il faut toujours un acheteur pour son produit. Et surtout avec des coûts d'énergie absolument ridicules. Une libellule, elle vole à 100 km/h, hein, avec 2 watts. Et elle fait ça depuis 345 millions d'années. Comment elle fait? Regardons. Au lieu d'assécher nos mares et de les détruire, comme on a fait en Bretagne en particulier. Mais il n'y a plus de mares, elles sont parties. Heureusement qu'on a quelques réserves pour garder quelques mares. Pas de respect, une arrogance totale. C'est Bernie Krause, qui est un acousticien remarquable, un très grand musicien, qui disait l'an dernier à la Fondation Cartier, non seulement l'humain perd plein de choses en ce moment, mais il ne se rend même pas compte de ce qu'il perd, parce qu'il détruit le vivant. C'est une vraie question qui est intéressante, bien sûr. Hein. Et puis maintenant, les antibiotiques, les ordinateurs, et puis maintenant la révolution à venir. Donc ça, c'est la vraie question. Hein. Le progrès technologique qui a permis la démographie. Vous voyez que les 2 seules fois où l'humanité a régressé en nombre d'humains, ça n'a jamais été des guerres. Encore moins le terrorisme, ça a été des pathologies infectieuses. C'était la peste noire au Moyen-Âge et la grippe espagnole au début du XXe siècle. Alors demain, si Ebola sort des forêts d'Afrique, on se pose des questions, bien sûr. Voilà, la domestication, je passe rapidement. Hein, le chien, le premier, le chat. Donc, en Asie, peu en Afrique, étrangement, alors que l'humain est africain. Il y a peu de domestication en Afrique. Elles sont faites surtout en Asie, en Europe et en Amérique pour les llamas, alpacas, canard Kobe, et puis le danon aussi, c'est américain. Les autres, ils sont ou asiatiques ou européens, et après ont été transférés. Le zébu, par exemple, qui est la vache par excellence africaine, il n'est pas africain au départ, il vient d'Asie. Donc, ils étaient introduits par des gens qui venaient d'Asie. Quand vous allez sur Madagascar, ce ne sont pas des Africains, ils viennent d'Indonésie, ces gens-là. Leur langue n'est pas une langue africaine du tout. Et les animaux marins un peu plus tard. Alors, l'humain, rapidement, s'est intéressé à cette biodiversité, parce qu'il en vivait. On mangeait de la viande, évidemment. On mangeait ce qu'on trouvait. Ça s'est fait en France. Nous sommes à Vallon-Pont d'Arc, dans l'Ardèche. 37 000 ans
Lascaux, 17 000. C'est plus de 2 fois plus vieux que Lascaux. Pourquoi il n'y a aucun rhinocéros à Lascaux? C'est intéressant, hein? Parce qu'ils sont déjà partis. Il y a plus de rhinocéros à Chauvet que dans toutes les grottes ornées connues de la planète. Il y a des panthères, il y a des hyènes, il y a des rhinocéros, des lionnes en France, bien sûr, dans le Massif central. Qui dessine comme ça ici dans la salle? 37 000 ans, une grotte, il fait noir, vous avez une torche de pin, on a retrouvé très bien les bois qui ont servi à faire ces torches, puisqu'ils écrasaient leurs torches sur le mur, donc on a parfaitement pu dater ça. On a des super datations à Chauvet. Hein. Ben voilà, ils dessinent leur univers. En plus, ils n'ont pas les bêtes devant eux. Ils dessinent de mémoire, ils les ont vus la semaine avant ou le matin, mais pas à ce moment-là. Hein. Regardez les chevaux de Chauvet. Le premier dessin animé, c'est un rhinocéros qui relève la tête ici, regardez un petit peu. Et Jean-Marie Chauvet, Eliade Brunel et Christian Hiller révèlent au monde, j'étais avec eux, c'était en avril 2014, révèlent au monde la beauté de Chauvet. J'ai eu la chance d'y aller 2 fois dans le vrai, dans l'original. Et j'ai vu le facsimilé qui est pas mal fait. Ça vaut le coup d'y aller aussi. Parce qu'il faut laisser l'original tranquille, évidemment, ça c'est sûr. Ben voilà, je me dis, si l'humain est capable de faire ça, il devrait pouvoir utiliser ses neurones un petit peu mieux aujourd'hui que ce qu'il fait à l'heure actuelle. Donc voilà, quels sont les grands problèmes actuels que nous avons tous en face de nous. Productivisme agricole, on sait faire, on peut changer. Avec le monde agricole, on ne fera pas sans eux, c'est absolument évident. Hein. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'y attelle, particulièrement en Bretagne, parce que souvent, avec les éleveurs et les agriculteurs bretons, on discute de cela, hein. Il faut changer le système. Il faut produire en ne mettant pas en danger le futur. C'est tout, c'est ça qu'il faut faire, c'est tout. Deuxièmement, l'eau. Voilà, en Bretagne, un vrai enjeu, un vrai défi. Quand est-ce que les Bretons vont respecter l'euro, alors qu'ils le faisaient auparavant? C'est une vraie question essentielle, ça aussi. La pêche. Pêcher, c'est très bien. Je ne suis pas du tout un anti-chasse ou un anti-pêche. Je suis un anti-surchasse, un anti-surpêche. Surpêcher, c'est stupide, c'est complètement stupide. On tue la poule aux œufs d'or. Vous rendez un stock de poissons comme une mine de charbon. Puisque les poissons se renouvellent chaque année, ils font des bébés. Mais comme on dépasse la capacité du vivant à renouveler, on arrive sur une ressource qui serait comme une ressource minérale. C'est débile. On s'est appelé Sapiens, donc on devrait faire mieux que ça. On peut résoudre. On sait ce qu'il faut faire pour la pêche. Moi, je crois vraiment fort au sauvetage de la pêche. La forêt, arrêtons de couper les forêts, c'est évident. Je parle des forêts tropicales essentiellement. La biodiversité s'en va, et surtout, on pollue tout partout. Et surtout, l'humain pollue des zones où il n'est pas. Quand j'étais en Arctique cet été, je vois des oies qui n'ont jamais vu d'humain, magnifiques, des bernaches. Ils sont bourrés de pesticides, bourrés. Dans le lait des mamans morses, dans le lait des phoques, des mamans ours polaires. Et ce n'est pas ce qu'on met aujourd'hui sur nos champs, ce qu'on a mis dans les années 50. Hein, les sols se réchauffent, ça part sous forme d'aérosol, et avec la terre qui tourne, ça retombe au nord et au sud. L'Antarctique est contaminé. Alors qu'il n'y a pas d'humain, il n'y a jamais eu d'humain en Antarctique, jamais. Dernier problème que l'on a, pour lequel c'est trop tard, c'est le climat. Alors, le climat, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est limiter les dégâts, essayer de tout faire pour limiter ce changement climatique, mais on ne peut plus l'empêcher, c'est trop tard, il fallait commencer avant. Ça fait 250 ans qu'on balance le CO2 dans l'atmosphère, en fait. Hein. La moyenne était à peu près à 130 ppm de CO2 dans l'histoire, à peu près. Il y a eu des fois où il y a eu un petit peu plus de CO2 sur la Terre. 130, pré-industriel, on était à 300, on est à 400 aujourd'hui, on va monter à 500. Si on s'arrête aujourd'hui d'émettre tout ce qu'on a émis, on a encore pour 3 siècles de changement climatique. Ça veut dire que ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui, c'est non seulement arrêter d'émettre, mais commencer à enlever le CO2 qu'on a mis depuis 250 ans. Donc là, il y a un vrai défi technologique. Bien sûr, il faut le faire sans utiliser du charbon et du pétrole, bien entendu. C'est ça la question qui est intéressante à regarder. Donc voilà, c'est le défi qui est devant nous. Les calottes polaires fondent. Hein. Nos amis cosmonautes nous l'ont bien montré. Et on a fait des rapports sur la résilience de la planète Terre. La forêt s'en va à Madagascar. Quand l'humain découvre l'île il y a 2000 ans, il y a 92% de forêt. Il reste 12% aujourd'hui, ils sont partis. L'Indonésie, les derniers tigres de Sumatra, il en restait 40. Les orang-outans à l'échelle 10-15 ans auront disparu. Si eux, on continue à couper la forêt tropicale pour faire ce qu'on fait maintenant, des champs d'arbres avec le palmier à huile. Alors en oiseau, je ne te raconte pas, hein, ce qu'il y a comme oiseau là-dedans. Hein. On a fait des manips au Costa Rica, qu'on dit un pays qui est plus louable là-dessus. C'est un peu mieux que l'Indonésie quand même. Hein. On a fait des coupes au Costa Rica de 1 arbre sur 10. On a tout enlevé, hein, parce qu'on enlève tout, il n'y a plus rien. À l'œil, on ne voit aucune différence. Vous revenez 6 mois après, je sais pas, il n'y a pas de différence entre la forêt pas touchée et la forêt d'enlever 1 arbre sur 10. On enregistre les oiseaux. Ce n'est pas du tout la même chose. Il reste des oiseaux, mais ils ne chantent plus. Donc vous voyez qu'on est dans un système où toutes nos perceptions de ce monde vivant qui nous entoure, ce n'est pas que la vue.
Les ornithologues le savent très bien, l'ouïe est extrêmement importante, l'odeur joue énormément aussi. Hein. Les relations entre les êtres vivants, les problèmes des cétacés, c'est des problèmes de son en fait, dans l'eau qui leur posent des problèmes. Voilà, quand on garde des arbres, il pleut. Un arbre, il sait faire pleuvoir. Donc non seulement le climat qui change affecte les vivants, mais le vivant qui s'en va change le climat. Alors, l'avenir agricole, il est là pour moi. Demain, nourrir 9 ou 10 milliards d'humains. Donc, il y a un vrai rôle du monde paysan, très important. Donner à manger à tous, ça c'est clair, mais pas dans n'importe quelle condition. On ne peut pas augmenter indéfiniment les surfaces agricoles. Un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Il faut qu'on garde des zones humides, il faut qu'on garde des marais, il faut qu'on garde de la forêt tropicale, il faut qu'on garde des montagnes aussi, bien sûr. Ça veut dire que le pacte est compliqué. Hein. Qu'est-ce que je demande au monde agricole? Produire plus sur la même surface qu'aujourd'hui, à peine augmentée, mais sans la détruire. Ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ça veut dire ne pas gaspiller l'eau, ça veut dire arrêter les pesticides et insecticides, diminuer les engrais, ça veut dire produire des produits qui soient sains. Or, aujourd'hui, je maintiens que sur le marché, il y a des produits qui ne sont pas sains du tout. Si vous les mangez, vous êtes malade. Ne pas détruire le vivant, en tirer parti. Il n'y a aucun système terrestre ou marin où vous avez une seule espèce, un champ de blé ou de tomates. Vous faites de la polyculture. J'ai un ami qui a 140 hectares, pas très loin d'ici. Ce n'est pas une petite surface. Il fait ses petits pois sous son blé, c'est magnifique. Il me dit, je n'ai même pas besoin de pesticides après. Ils ont été protégés par ce blé qui est au-dessus des petits pois. C'est ça, en fait. Mais on le faisait avant, ça, en fait. Hein. C'est une redécouverte de système agricole qui était différent, en fait. La chimie a beaucoup trop tué aujourd'hui. C'est ensuite, bien sûr, de la polyculture, je le disais à l'instant. Et c'est surtout un développement de l'emploi aussi. Ça veut dire que cette mécanisation-là, non, absolument pas. Ça, c'est pas l'avenir de l'agriculture. Il n'y a même pas un type par machine. Elles sont toutes seules, elles marchent toutes seules. Hein. Champs de soja transgénique ici en Argentine, ils ont perdu 70% du nombre d'individus des populations vivantes de leurs champs. 70% en 40 ans. La pêche, c'est pareil. Regardez les concours de pêche ici. 1926, 57, 80, 2007. Alors, moi, j'associe souvent ça au mâle d'Homo sapiens. C'est les mecs, ça, ils aiment les gros trucs, les mecs. Hein. Il faut un gros poisson. J'ai pêché le plus gros. Regardez comme je suis beau. Je suis dans West France, dans le Télégramme, et j'ai pêché le plus gros espadon, la plus grosse dorade de la baie de Douarnenez. Bon. Les femmes, heureusement, elles sont quand même très différentes. Elles n'ont pas cette futilité-là. Mais c'est intéressant parce que la virilité, elle a pris un sacré coup, parce que le type, il est champion du monde avec 240 grammes en 2007, ici. Hein. Alors que là, ils avaient des tons de 1 tonne. Et ça, c'est vrai partout dans le monde. Je peux vous donner les mêmes articles de journaux qu'on a retrouvés au Japon, en Bretagne, à Arcachon, on avait fait ça il y a quelques années. C'est clair. On a détruit tous les gros animaux, tous les gros poissons de l'océan en moins de 20 ans. Des morues de 200 kilos en 1902. La plus grosse morue, aujourd'hui, elle ne fait pas 20 kilos. Intéressant quand même. Est-ce qu'elle a changé? Non, non, non. C'est qu'en fait, toutes les morues sont pêchées avant de grandir, avant de vieillir. Il n'y a aucune qui échappe au système, tellement c'est redoutablement efficace, en fait. Alors, comme tout à l'heure sur le continent, je vous montrais que si vous enlevez les arbres, il ne pleut plus. Et bien là, c'est pareil, ça influe sur le climat. Je surpêche les pélagiques, comme ça s'est passé en Namibie et au Chili. J'enlève toutes les sardines, les anchois, les chinchards, j'enlève tout. Il n'y a plus d'oiseaux. Ils n'ont plus rien à bouffer, mes oiseaux. Ils s'éteignent. Mes baleines s'éteignent, il n'y en a plus. Et les poissons de haut de gamme, pourtant intéressants pour les pêcheurs, les thons par exemple, hein, disparaissent parce qu'ils n'ont plus à manger. Comme eux ont disparu, le zooplancton qu'ils mangent tous les jours explose. Personne ne les mange. Et qu'est-ce qu'il fait ce zooplancton? Il mange tout le phytoplancton. Or, le phytoplancton, il joue un rôle décisif dans la capacité de l'océan à garder le gaz carbonique. L'océan n'est plus un puits de carbone si vous détruisez le phytoplancton. C'est un océan vivant qui fait marcher le système. Cette planète, elle ne peut pas vivre sans la vie, de toute façon. La vie est chevillée au corps de la planète Terre. On a calculé ici avec mes amis de l'IRD, hein, il faut laisser 30% des poissons. Voilà. Si chaque année on laisse 30% de ça, eh ben ça marche. 30% pour les autres, 30% pour les autres, sans tout enlever. Pour faire de la farine de poisson, pour nourrir bien sûr les animaux d'élevage, bien évidemment, les cochons, les poulets un peu moins qu'avant, ou les crevettes chinoises en aquaculture aujourd'hui, par exemple. Hein. Pollinisateurs, je pourrais en parler des heures, des pollinisateurs, ça ferait une conférence à eux seuls. Alors, on a fait un système de 10 actions pour agir, qu'on a lancé l'an dernier lors de la loi sur la biodiversité, pour reconquérir cette nature avec ces pollinisateurs. Plus des 3/4 des plantes sauvages sont pollinisées par les pollinisateurs.
Ils jouent un rôle considérable. Si vous enlevez les céréales de culture, tous vos légumes, tous vos fruits ont besoin d'être pollinisés. Alors, les femmes le font à la main en Chine, vous avez des zones tellement polluées qu'il n'y a plus d'abeilles du tout, il n'y a plus rien, zéro. Ben, c'est les femmes qui font le boulot. Et donc elles vont polliniser chaque fleur de pommier, une par une. On calcule le coût, c'est facile à calculer pour un économiste. Ça coûte à peu près 200 milliards d'euros par an. S'ils s'en vont, bêtement, un service qui nous est rendu par le vivant, 200 milliards d'euros. Alors ça a commencé à intéresser les économistes. Jusqu'à présent, on dit, ouais, vos trucs, c'est l'histoire d'écolo farfelus, vous savez, bon, nous, ça ne nous concerne pas, nous, on est des ingénieurs tellement géniaux et tout. 200 milliards d'euros tous les ans, ça commence quand même à faire des chiffres qui sont assez conséquents, bien évidemment. Le changement climatique, c'est la température de l'eau et de l'air qui change, c'est la fonte des glaciers, ce sont ces cyclones tropicaux, fortes pluies, inondations, des sécheresses répétées. La pire situation, c'est 9 mois de sécheresse absolue et 3 mètres d'eau sur les champs le lendemain. Ça détruit une agriculture. Ça se produit de plus en plus en Amérique du Sud, en Afrique australe. Et ça va se produire aussi dans le Maghreb aussi, et en Europe. Chute de l'oxygène dans l'eau, remontée du niveau de la mer, ça c'est un vrai problème aussi aujourd'hui. Ça va toucher la Bretagne particulièrement. Et l'acidification, cet océan qui stocke le CO2, malheureusement. CO2 plus H2O, ça fait un acide carbonique, un acide faible, mais qui acidifie l'océan. L'océan est 30% plus acide aujourd'hui qu'il y a seulement 250 ans. Bien sûr qu'on a eu des époques où l'océan était plus acide que ça, mais jamais aussi vite. C'est la vitesse du changement qui nous préoccupe. Moi, que le climat change, c'est génial que le climat change. Je trouve ça très bien qu'il change le climat. Mais il change beaucoup trop vite aujourd'hui. Heureusement qu'il a changé dans le passé. Des épisodes chauds, froids. Il y a eu un épisode où la Terre était entièrement glacée. Depuis le sommet des montagnes au fond de l'océan, une énorme boule de glace. Puis des moments où autant des dinosaures a été beaucoup plus chaude qu'aujourd'hui. Mais ça ne changeait pas en 25 ans, 250 ans, 30 ans. Là, on parle de rien du tout. Je vais vous montrer des chiffres. C'est beaucoup trop rapide, en fait. L'Arctique fond. Ces bernaches sont horriblement contaminés. Ces mouettes tridactyles, les ours polaires. L'Afrique, il ne pleut plus. Les mangroves ici du Mozambique, les plaines ici du Botswana ou de Tanzanie ou du Mozambique aussi, avec les promiscuités en Afrique de la faune domestique et de la faune sauvage. Le plus grand barrage du monde, Inga au Congo, 40 000 mégawatts, 40 gigawatts. Et vous avez là des gens qui font la plus grosse source d'énergie hydroélectrique dans le monde, qui vont tout à l'Afrique du Sud, et les gens en dessous n'ont pas de courant électrique. Or, le courant électrique est essentiel dans le développement. Quand Modi, le président indien, me disait « J'ai 400 millions d'Indiens qui n'ont pas accès au courant électrique ». Ça, c'est très dangereux, effectivement. Quand je vois ces Indiennes qui, grâce à de l'énergie solaire, grâce à Bunker Roy, il me dit « Je ne forme que des femmes ménopausées. Je ne veux pas les autres parce qu'elles s'occupent de leurs mômes. Alors, je prends que des femmes ménopausées et je leur apprends l'énergie solaire. » Elles me disent, on éclaire 18 000 villages en Inde avec 3 petits récepteurs, effectivement, au soleil. Ces femmes qui vont chercher de l'eau en Afrique. Un bidon jaune, c'est 17 litres. 17 kilos au retour. Des millions de jeunes filles. Quand elles font ça, elles ne vont pas à l'école. Vous avez 15 km le matin pour aller et 15 pour revenir. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous n'avez pas de salaire pour faire ça? Les Africaines ne sont jamais propriétaires des terrains sur lesquels elles travaillent. C'est une loi kenyane qui interdit aux femmes d'avoir de la terre et du boulot. En plus, elles font des mauvaises rencontres en route. Donc ça commence à faire beaucoup. On a calculé les milliards d'heures de travail en plus pour les femmes africaines durant la COP21, simplement liées au changement climatique. Et eux, ils s'en vont. Les gorilles de montagne, il n'en reste pas 800. Et les rhinocéros, les 2 espèces sont en train de disparaître sous nos yeux pour des raisons totalement débiles. La corne, c'est de la kératine. Ben, je dis, rongez-vous les ongles et vous verrez avec votre copine si ça marche. Mais c'est la même matière que la corne de rhinocéros, de toute façon. Eh bien, ils sont en train de partir. Et c'est Homo sapiens. Toujours le mâle, d'ailleurs, beaucoup plus vrai que la femelle, quand même. Alors, bon, pour terminer, simplement, c'est que ce climat qui change trop vite, vous le voyez ici, sur les travaux de l'INRA. Ici, on est dans l'est de la France, des modèles de simulation sur des arbres qui vous montrent qu'ils ont fait le boulot en montagne, c'est sur 18 ans. Ils sont montés de 100 mètres en montagne sur 18 ans. En plaine, ils n'ont pas le temps. Ça va trop vite. Le climat change trop vite. Ils n'ont pas le temps de faire le travail. Un arbre, ça ne se déplace pas comme ça. Il faut qu'il fasse des graines, qu'il aille plus loin et tout. Donc, ça va trop vite. Il ne suit pas le rythme. Vous voyez que ce n'est pas un problème d'écolo que je vous raconte là. Mes collègues bordelais, croyez-moi que quand je bosse avec eux, ils sont super intéressés par le changement climatique. Vous savez que le mètre carré de Margaux ou de Château-Yquem est plus cher qu'un mètre carré sur l'Arc de Triomphe à Paris. C'est les plus chers au monde.
Or, le climat changeant, est-ce qu'ils vont devoir bouger? Comment ils vont s'adapter? Les travaux qu'ils font maintenant par la génétique. Je ne sais pas si on fera des bons margots avec du grenache ou de la syrah, je ne suis pas convaincu. Deuxièmement, comment est-ce qu'on va jouer sur la vinification? Parce que ce n'est pas qu'une question de température de l'air, il me dit, c'est aussi une question de température du sol, qui est en train de changer profondément la physionomie des vignobles bordelais. Aujourd'hui, j'étais à Bordeaux ce matin, les vendanges ont été terminées 1 mois plus tôt que d'habitude, sur 30 ans. Et croyez-moi, ça, dans la richesse de la France, ça compte beaucoup, beaucoup. Hein. C'est à coût de milliards d'euros, hein, le vignoble bordelais. L'espace, qui nous intéresse beaucoup, qui mesure la remontée du niveau de la mer. Alors, ça s'était arrêté de monter depuis 5000 ans, puis c'est parti. Là, maintenant, ça, c'est sur 19 ans. On a pris 7 cm sur 19 ans. Et ça va faire que s'accélérer. Donc, on disait 1 mètre à l'horizon 2100. On est plutôt à 2 mètres aujourd'hui à l'horizon 2100. Le pH de l'océan, l'acidification, ça avait bougé un petit peu sur 25 millions d'années, hein, puis c'est en train de s'effondrer aujourd'hui. Là. Alors ces images, je vous les ai faites hier, vous voyez, c'est du super tout frais. Donc ici, on s'est logué avec l'ISS hier matin à Toulouse, et donc ce cosmonaute nous raconte l'histoire justement de l'observation de la Terre, et là c'est la discussion avec Thomas Pesquet et avec Bertrand Piccard, l'homme de Solar Impulse. Lucien Simon, c'est le météorologue du CNES. Et là, je parle de biodiversité avec eux et de climat qui change, avec Lionel Suchet, qui est le directeur de la recherche au CNES. On échange pour essayer de voir comment les astronautes pourraient devenir de puissants alliés de la lutte contre justement la déforestation et les pertes de biodiversité et le climat qui change. Les images de Thomas Pesquet, de glaciers andins en train de fondre, ici, ou la grande barrière de corail qui est en train de disparaître, sur des époques de temps extrêmement courtes, en fait. Voilà, alors on a fait des documents. Hein. Santé des Français et changement climatique. Remontée du niveau de la mer en France. Chaque petit coin de France est étudié. Vous saurez comment ça va remonter à Sarzeau par rapport à Port-Navalo. C'est l'Aquitaine qui a fait le plus beau travail. Il y a un très gros document, très fouillé, fait par les gens du climat en Aquitaine, sur changement climatique en Aquitaine. Mètre par mètre du littoral, ils montrent les zones qui vont être envahies par la mer et celles qui ne le seront pas. Parce que la mer ne monte pas du tout de façon uniforme partout. C'est ça qui est très compliqué, en fait. Ça, c'est les précipitations à venir dans les 50 ans qui viennent et comment s'adapter au changement climatique. Et là, ce sont 2 images que j'ai faites il y a très peu de temps. Ça, c'est à Lacanau. Les bunkers allemands de 1942 ont tenu très bien jusque-là. Un événement climatique, mars 2015, ils sont tous partis. On dirait un jeu de dominos sur la plage. Un événement climatique. Cynthia, qui s'est passé ici, qui a été dramatique, un peu plus au sud qu'ici. Hein. Il y avait une conjugaison mauvaise, mais pas si terrible que ça. Avec une tempête un peu différente, des marées un peu différentes, ça aurait été beaucoup plus grave que ça. Et la solution, ce ne sont pas les digues. Parce que je préfère vivre derrière une digue de 2 mètres que derrière une digue de 20 mètres le jour où la vague passe par-dessus. Donc il y a une vraie question qui est posée là-dessus, sur le changement climatique. Et ça, c'est cet immeuble qui a dû être détruit à Soulac, dans la Gironde, parce qu'il est trop près de la mer et qu'il ne peut plus être habité, alors qu'il a été construit il y a une cinquantaine d'années. Voilà, et pour terminer l'aspect économique, le PIB français, finalement, la vie n'est pas si mauvaise que ça en France. Vous voyez que c'est une branche d'hyperbole qui défend, en accroissement du PIB par an. Et Costanza disait en 2013, la croissance du PIB ne contribue plus à l'amélioration du bien-être. Celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer infiniment dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. Et je rajoute conventionnel, parce qu'on en a quand même quelques-uns avec nous maintenant qui commencent à travailler différemment. Et dans lesquels j'ai beaucoup d'espoir. Hein. Toute l'équipe des économistes de l'AFD, par exemple, Agence de développement, travaille beaucoup là-dessus aujourd'hui. Ça, c'est l'âge où on me disait on vit de plus en plus vieux. C'est faux, ça s'est arrêté. On a de plus en plus de centenaires, ça c'est clair. Mais vous voyez qu'on plafonne à 113, 114, ça ne bouge pas du tout. Jeanne Calment restera, et aujourd'hui restera, je pense longtemps, la doyenne de l'humanité. Elle a vécu l'Arlésienne, 122 ans et 4 mois. Eva Morano est décédée au mois de mars dernier, 117 ans. Je les suis de près, tous les doyens de l'humanité. Hein. Ils sont records du monde pendant 3 mois, 4 mois. Eva Morano était quand même la dernière humaine sur la Terre, née au 19e siècle quand même. Hein. C'est assez fabuleux, elle est en 1999. Et là, elle est née en 1900, Janet Brown, une Jamaïcaine. Bon, et vous voyez que c'est vrai, la question est intéressante. On est au taquet, on ne peut pas aller plus loin pour l'instant. Alors, c'est là que va se greffer toutes ces questions justement du transhumanisme et puis ces questions de technologues qui vont dire c'est pas grave, on va bricoler l'humain pour en faire un être vivant capable de vivre 1000 ans, puisque nous voulons la mort de la mort. Lisez, il y a plein de trucs sur Internet. Hein. Le créationnisme, l'humain a été créé à 6626 ans. Et bien sûr, les filles, 1 semaine après les garçons, ça c'est clair toujours. Hein. Ces mouvements sont profondément misogynes, il faut bien le voir. Que des mecs, encore une fois.
Et puis les réenchanteurs de risque, hein, qui est venu mettre du fer dans l'océan austral ou des particules dans l'atmosphère. Où est l'humilité là-dedans? Où est le partage? Où est l'éthique? C'est ça la vraie question. Comment on passe sur des questions spirituelles globales? Surtout pas religieuses. La religion, si elle s'en mêle, c'est une catastrophe. Sauf si elle nous rend service en disant que c'est pas bien de détruire le vivant, je veux bien qu'elle intervienne, mais c'est tout. Et c'est là que la question est intéressante aujourd'hui. Les maladies, toutes ces maladies nouvelles, 300 maladies nouvelles en France depuis 1940 qui n'existaient pas avant. Elles n'existaient pas. Les cancers de la peau comme jamais. Alors ça, c'est lié non pas à l'âge, mais à l'exposition au soleil. Personne n'allait torse nu sur une plage. Moi qui vis dans un petit village catalan, à Banyuls, il y a des bébés de moins de 2 ans à la plage, tout nus l'après-midi. C'est un crime. Tous ces superbes Australiennes, vous avez vu dans les revues, vous vous rappelez, dans les années 70, on avait les belles filles. Elles sont toutes mortes de cancer de la peau. Elles ont fait des mélanomes. Cancer de la peau, les maladies liées à l'âge, Alzheimer, on a dit, les problèmes de diabète, mais nouvelles maladies infectieuses et bactériennes, nouvelles maladies immunitaires, l'auto-immunité, la thyroïde, et puis les questions, bien sûr, de risque métabolique liées à ce climat qui change. Ça intéresse beaucoup les médecins maintenant. Hein. Je vous rappelle que la vague de chaleur de 2003 à Paris en 2003, août 2003, les 2 premières semaines d'août 2003, 15 000 morts. En Russie, en 2010, 100 000 morts. Cette année, la vague de chaleur des 2 semaines, des 4 jours de fin juin, 1000 morts à Paris. Donc vous voyez que pour une espèce qui se croit sortie du système, qui n'est pas dans l'écologie normale, c'est un peu préoccupant quand même. Hein. Ce que disait Sri Aurobindo, qui était ni écologiste ni écologue à l'époque, c'est un des grands penseurs indiens. Hein. Alors je ne vais pas jusqu'à survivre, mais il disait quand même que si on ne change pas, et changer, c'est pas un peu, il faut qu'on change pour de bon. On nous dit, il faut nous adapter. OK. Moi, je suis un physiologiste, donc je sais ce que c'est que l'adaptation. Hein. Comment une espèce s'adapte. Un gobi au littoral du pays de Sarzeau, comment il peut supporter eau douce, eau de mer, comment il peut du chaud et du froid, la marée haute, la marée basse. Mais pourquoi il peut s'adapter? Parce qu'il accepte de changer. Rien ne peut s'adapter s'il ne change pas. Or, nous ne changeons toujours pas. Voilà pourquoi je prêche dans le désert depuis 10 ans, que je fais mes conférences. En fait, ça n'avance pas beaucoup, un petit peu. Parce que nous ne changeons toujours pas. Alors, le rôle des écologues, c'est de prévoir ce qui va se passer. Donc, quels sont les écosystèmes qui vont résister? N'oubliez pas que si vous êtes mort, vous ne résistez pas. Vous ne pouvez pas résilier. On ne parle que de résilience, ça m'énerve. Parce que pour résilier, il faut avoir résisté d'abord. Donc, je détruis un écosystème, il est détruit. Ici, il y avait un bel écosystème sauvage, ben, il est parti. Il n'y a pas de résilience. Il y a une résilience si vous n'allez pas jusqu'au bout. La résilience, c'est le fait qu'un écosystème peut plus ou moins revenir à un état qui ressemblait à ce qu'il avait auparavant. S'il n'a pas été détruit, bien évidemment. Bon, ça, on le calcule, ce n'est pas évident, on ne sait pas faire pour l'instant, autant en mer que sur Terre. Science participative, 10 000 personnes, 1,5 million d'heures d'observation. Et qu'est-ce qu'on démontre ici? Dans Nature, quand même. Hein. On démontre, grâce à des participants comme vous, les gens des associations, en 2012, que nos oiseaux ont fait 33 km vers le nord et nos papillons 114 sur 18 ans. Pour 1 degré de plus, ils devront faire 250 km vers le nord. Parce qu'ils vont vite. Mais quid d'un petit ver de terre, ou d'un nématode, ou d'un cloporte, ou d'un escargot? Pas facile. Hein. La bioinspiration, qui est pour moi une des formes les plus intéressantes pour nous préparer à nous adapter, et surtout nous aider à nous adapter, c'est regarder le vivant, le Shinkansen, ce train japonais, le plus rapide du monde grâce au CX du Martin Pêcheur. Mais il allait très très vite, mais il faisait beaucoup de bruit. Allez, deuxième bioinspiration, on l'a recouvert de systèmes qui ressemblent aux plumes du hibou. Il est le plus rapide du monde et le plus silencieux. Double bioinspiration, ça marche très très bien. Les ailes d'avion relevées comme ça, en regardant les grands rapaces dans les Pyrénées, on gagne 15% de carburant. Ça ne pollue pas, c'est mieux, ça marche mieux. C'est que ça la bioinspiration. Le vivant fait tout avec parcimonie d'énergie et surtout sans produire de déchets. Et en créant des emplois en plus. Lui, il sait faire de l'eau dans le désert. Tous les matins, c'est un petit ténébriot de Nabibi. Il lève le derrière au soleil, comme ça, et il condense une goutte d'eau qu'il boit. Il sait faire ça. On s'en a inspiré, et on a fait en plein désert à Atacama, au Chili, des structures copiées des élytres de ce petit coléoptère, et on fait de l'eau dans le désert, tout simplement. Ça, ce sont des éponges méditerranéennes qui vous font un béton absolument génial. Beaucoup plus résistant que le béton humain, beaucoup moins lourd, beaucoup plus plastique, qui résiste très bien au tremblement de terre. Et quand vous en voulez plus, vous le compostez. C'est ça le vivant, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, ça c'est bon. On essaie de communiquer un peu partout, dans Le Point, dans l'Express, dans Le Monde. On essaye de
d'expliquer un petit peu qu'on peut essayer de changer les choses, mais c'est vraiment des questions qui sont essentielles à discuter. Je finis là-dessus, on a fait 2 livres récemment. L'homme peut-il s'adapter à lui-même? Et il y a 2 mois, l'homme peut-il accepter ses limites? On est vraiment là-dessus aujourd'hui, et on revient à ces heures que j'évoquais tout à l'heure, parce que si on n'accepte pas nos limites, on ne sera pas capable de nous adapter. Parce qu'on va transgresser des limites. C'est le dopage, hein, c'est un bel exemple, le dopage dans le sport aujourd'hui. Et je finis sur Edgar Morin, je vous l'avais promis, qui nous dit en fait que dans ce monde qui change, et ce monde en train d'évoluer, la Terre est un vaisseau spatial, avec 4 moteurs: la science, la technique, l'économie et le profit. Bon, dans un capitalisme, pourquoi pas. Et chacun de ces moteurs est profondément ambivalent. Chacun de ces moteurs peut être très bénéfique pour l'humanité, mais très délétère aussi. Et il dit, bon, ce que je vous ai raconté ce soir, le probable, il est assez catastrophique finalement. Il est que nous allons vers l'abîme. Moi, je ne suis pas un catastrophiste. Même si je raconte des choses qui sont graves, je ne suis pas un catastrophiste. Il faut qu'on change, il faut qu'on se retrouve trousse les manches. Pourtant, il dit, Edgar Morin, il y a toujours eu de l'improbable dans l'histoire de l'humanité. Le futur n'est jamais joué. Il nous faut une métamorphose. Il nous manque une conscience humanitaire, planétaire. Pensons aussi aux autres, pas que à nous. Il n'y a pas que les Bretons. Qu'est-ce qui se passe en Éthiopie en ce moment? Qu'est-ce qui se passe au Bangladesh? Qu'est-ce qui se passe en Éthiopie où les gens meurent de soif et de faim en ce moment? Ce sont des vraies questions importantes. Et il dit, en fait, nous sommes toujours homo faber, on sait faire des micros, des vestes, des appareils photo, des lunettes, des sacs, ça on sait faire. Hein. On est pas mal démence, mais on n'est pas encore sapiens. Donc il nous faut un rôle de l'entreprise dans le changement, c'est clair. En fait, qu'est-ce qu'il faut qu'on crée? Une économie non basée sur la destruction de la nature ou sa surexploitation. Ça, c'est vital pour moi aujourd'hui. Si on sait faire ça, je pense qu'on peut le faire, ça changera tout. Arrêtons de faire de l'argent en détruisant le vivant ou en le surexploitant. Ça, c'est clair. Voilà, si on fait rien, il va se passer ça en fait. Hein. Ils vont venir. Parce qu'ils ne pourront plus vivre chez eux, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on fera? J'étais au Maroc il y a quelque temps. Il me dit, on a plein d'Africains du Sud-Sahara en ce moment qui apprennent à nager 15 km. Ils ont vu les films sur les bateaux qui coulent en Méditerranée. Ils ont vu ces pauvres gens qui se noient en Méditerranée, transportés par des infâmes bonhommes qui font du profit sur la mort des autres. Ils apprennent à nager 15 km. Il y a 13 km entre l'Afrique et l'Europe. Qu'est-ce qu'on va faire quand on aura 10 000 qui vont débarquer par jour? On va les renoyer, on va les tuer, on va faire quoi? Tout faire pour que chez eux, ils n'aient pas envie de partir. C'est fondamental pour moi. Ils n'ont plus d'eau, ils n'ont plus à manger, le climat a changé, les ressources ont été détruites. Voilà, c'est ma dernière image. Ça, c'était la conclusion de la COP21 à Paris le 12 décembre 2015. La Ban Ki-moon et Fabius nous annoncent la réussite des accords de Paris. Alors, bon, je ne suis pas plus optimiste que ça, n'empêche que ça a existé. C'est un bel accord diplomatique et politique. Maintenant, il faut qu'on voit sur le terrain, bien sûr. On invente l'Alliance solaire internationale en Inde. Et quelques mois après, nous sommes le 22 avril 2016, aux Nations Unies, à New York. On lance donc la ratification des accords de Paris, qui sont atteints le 4 novembre 2016. Jamais ça va être aussi vite. La loi, c'était 55% des pays, 55% des émissions de gaz à effet de serre qui ratifient les accords de Paris. Aujourd'hui, où je vous parle, on est près à 150 pays qui ont ratifié les accords de Paris. Monsieur Trump dit qu'ils vont sortir, les Américains. Bon, on verra. De toute façon, ça durera le temps d'une Trumperie, 4 ans au maximum. Hein. Bon, on verra après comment ça arrangera. Hein. Et puis aux États-Unis, tout le monde ne le suit pas. Hein. Et c'est ma dernière image. Ça, je reviens à l'ISS. Je vous ai montré une image tout à l'heure. Nous étions là le 2 décembre 2015, dans la grande salle des Nations Unies au Bourget à Paris. Et ça m'a beaucoup marqué, même bouleversé. On s'est à un moment mis en relation avec la station spatiale là-haut. Et il y avait un Russe et un Américain. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ça fait 1 semaine que vous discutez à Paris, tous les chefs d'État de la planète, de cette question du climat qui change. C'est bien. Mais qu'est-ce qu'on voit, nous, à travers notre petite fenêtre, comme tout à l'heure, là? On voit les forêts d'Indonésie qui brûlent. On voit le nuage de pollution sur la Chine, et Pesquet nous a montré des images épouvantables hier, prises il y a un mois. Hein. On voit la pollution au golfe du Mexique, et on voit l'Afrique en train de devenir un désert. Alors, dépêchez-vous. Et ma dernière phrase, ça va être de vous dire que qu'est-ce qu'on fait ce soir ensemble là? Vous êtes venus, c'est très bien. On échange. On répond à Edgar Morin. On se bat pour que le probable qui nous est produit là ne se produise pas. Merci.
l'homme s'est attribué un titre de noblesse Homo sapiens. Voilà. C'est Linné qui crée ça en 1758. Alors moi, je pense qu'on ferait mieux de l'appeler plutôt l'Homo sapiens. Et il parle de Homo démens, tu vois, d'accord. Bon, je pense que ce qui lui manque beaucoup, c'est la modestie. Et justement, à ce propos, aujourd'hui, je me suis rendu d'Auray à la mer de Gave pour observer les oiseaux. Et à chaque fois que je passe sur la commune de Plémel, il y a un lieu-dit, un village qui s'appelle Kermodeste. Et à chaque fois que je passe, c'est vrai que j'ai un travail intérieur sur cette référence de qualité. Et du coup, je pense qu'on pourrait peut-être appeler l'homo d'Est. L'homo d'Est, voilà. Ça serait bien si c'était vrai. Hein. Ça va être difficile avec les mâles, hein, ça va être difficile. Ça, juste un autre clin d'œil, c'est Shackleton qui part en Antarctique en 1914 et qui cherche du monde avec lui. Et voilà la petite annonce qu'il a passée dans le journal. Montrer ce qu'est Homo sapiens quand même. Hein. Je veux des hommes, bas salaire, ils vont rien avoir du tout, froid glacial, long mois d'obscurité, danger permanent, retour non garanti. Et il a trouvé 50 volontaires. Vous voyez que l'homme a toujours de l'espoir. Hein. Bonjour, enfin plutôt bonsoir. Alors tout d'abord, merci de votre intervention et de vos remarques. J'avais une question, plutôt j'aimerais avoir votre point de vue sur l'utilisation, en tout cas le recours aux OGM, pour faire le lien en fait entre le thème de votre livre et un des points principaux que vous avez évoqué, c'est-à-dire l'agriculture. Donc voilà, tout simplement avoir votre point de vue sur les OGM en tant que solution potentielle. Tout simplement au risque de... Oui. Alors, si vous voulez, les OGM, bon, encore, moi, je ne suis pas, comment dirais-je... Bon, aujourd'hui, ce que je dirais, je suis contre les OGM actuels, l'usage qu'on en fait, parce qu'ils ne servent ni le consommateur ni le paysan. Donc, dans ce cas-là, ça ne m'intéresse pas. Ils servent qu'à enrichir certains qui les produisent. Donc ça, c'est ma première remarque. La technique OGM en elle-même, si on s'assure que la protéine transfectée, le gène transfecté amène à une protéine qui n'est ni toxique ni allergénisante, pourquoi pas? Par exemple, demain, si on fait vraiment un coton qui utilise 10 fois moins d'eau, mais ce n'est pas ce qu'ils font aujourd'hui. La recherche, elle n'est pas là-dessus. On nous avait dit au début, quand on a créé les OGM, on va vous faire des plantes qui n'auront plus besoin d'engrais azotés. Elles seront capables d'aller chercher dans l'air l'azote de l'air. Ça n'a pas été fait, en fait. Donc aujourd'hui, ma réponse est très claire. Les OGM pratiqués aujourd'hui, pour moi, n'ont absolument aucun intérêt en progrès. À terme, la technique OGM peut se révéler intéressante, mais dans la mesure où on fera vraiment des choses qui ont un but, effectivement, d'aide humanitaire globale, c'est tout. Hein. Il y a des Africains qui ont fait des petits OGM chez eux, avec des plantes intéressantes qui ne sont pas inintéressants. Parce que manger un OGM, ça ne pose pas de problème particulier, c'est pas ça qui me pose problème. Encore une fois, hein, si la protéine n'est pas allergénisante. Ce qui me gêne, c'est les relations écologiques entre mon OGM et les plantes qui sont à côté. Sur les maïs, on a montré très très vite qu'au bout de quelques mois, quelques années, ils transmettaient des gènes en fait aux populations qui étaient autour. Après, on a eu des cas également d'OGM qui étaient toxiques aussi pour les abeilles. Donc, il faut regarder vraiment ce qu'on peut faire avec. Je pense que la technique n'est pas à rayer de la carte a priori. Pour tant que ça reste dans les laboratoires, ça ne me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est quand ça vient en plein champ, en fait. Et sur l'Argentine, c'est sûr que c'est un désastre. D'autant plus qu'en Inde aussi, ils en ont fait beaucoup. Et ça a été une catastrophe économique, les OGM en Inde. De toute façon, ils vont éliminer un insecte et puis un deuxième va arriver par-dessus. Le vivant, c'est ça. Ils vont trouver la parade. Hein, ils vont produire un insecticide naturel dans la plante qui va interdire à tel papillon de pouvoir pondre dans cette plante. Et puis, au bout de quelque temps, vous aurez des spécimens qui vont muter. Ça fait qu'on ne va jamais gagner cette bataille-là, en fait. Hein. Je pense qu'il faut trouver d'autres techniques. Mais encore une fois, si au laboratoire, on découvrait un jour un OGM capable de répondre aux grandes questions, il faut regarder. Mais il faut toujours regarder avec beaucoup d'attention ce qui se passe quand on les met dans les champs à l'extérieur. Quoi. Par exemple, à un moment, ils voulaient faire des huîtres OGM. Pour moi, c'était une catastrophe parce que vous larguez des huîtres OGM dans la mer, vous ne les récupérez pas. Hein. Un cochon OGM, vous le récupérez, vous courez derrière. Une huître, c'est comme des spores de plantes, en fait. Quoi. Donc, il faut vraiment regarder vraiment ce qu'on veut faire. Mais en tout cas, les actuels, pour moi, n'ont pas d'intérêt. Bonsoir, merci pour cette intervention, toujours aussi agréable de vous écouter. Entre Gilles Boeuf et Pierre Rabhi, je pense qu'on est bien lotés en ce moment sur le pays vanté. Pour continuer sur les OGM, moi j'aurais voulu avoir votre point de vue sur justement l'homme dans sa biodiversité pour essayer de rétablir certaines choses faites de la biogéo-ingénierie
Et j'ai récemment entendu sur France Inter des personnes du Bordelais qui mettaient au point des insecticides à base de micro-algues pour traiter les vignes, justement. Et justement, quel est votre point de vue sur la biogéo-ingénierie un peu éco-friendly, et quels critères on pourrait mettre pour dire, bon, ça a une méthode qui effectivement va dans le bon sens pour essayer de contrecarrer quelque chose? Il y a une chose que je reconnais quand même au monde agricole actuel, c'est qu'on leur dit arrêtons les pesticides. Je suis le premier à le dire. Mais c'est vrai que la recherche ne fait pas le travail qu'il faut pour offrir de vraies alternatives en fait, à ces produits. Mais ce ne sera pas la nouvelle chimie. On me dit on va remplacer celui-là par un autre. Alors, moi, je râle parce qu'ils en mettent plus qu'avant, alors que normalement, après les lois Grenelle, on devrait en mettre moins. On me dit c'est parce que ceux qu'on utilise aujourd'hui sont moins efficaces que ceux qu'on avait avant. Bon, parce qu'ils sont un peu moins toxiques. Non, le problème, il est là, c'est que toute recherche fondamentale qui amènerait effectivement à un vrai progrès biologique, ça veut dire que peut-être qu'un insecticide naturel produit par des microalgues utilisé sur de la vigne peut avoir un intérêt, dans la mesure où on démontre qu'il n'est pas toxique, qu'il n'y a pas de conséquences écologiques qui soient délétères pour l'environnement. À regarder, je ne suis pas du tout contre la recherche, je suis un chercheur. Maintenant, pas à n'importe quel prix. Et surtout, ce qu'il faut, c'est, avant de les mettre sur le marché, regarder un petit peu plus que ce qu'on fait aujourd'hui, en fait. Parce que le problème, c'est que ces lobbies industriels qui sont là, mais ils savent qu'ils ont déjà perdu quand je parle avec eux. Ils savent très bien qu'ils vont être interdits des pesticides. À 2 ans, à 5 ans, à 10 ans, on me dira 2023. Pourquoi 2023 ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on continue à faire de l'argent alors qu'on sait très bien qu'on altère la santé des gens. C'est absolument impossible, ça. Ça veut dire que c'est nous qui sommes stupides de continuer à acheter ces produits. Notre principal système à nous, c'est d'arrêter d'acheter ces produits. C'est tout. Donc là, la recherche sur des microalgues marines, pourquoi pas, je ne sais pas. Je pense que demain, peut-être qu'on pourra faire des biocarburants avec des microalgues, j'en sais rien. On en parle beaucoup, il faut voir dans des réacteurs ou comment. Pourquoi pas. Mais après, il faut regarder vraiment les déroulements écologiques qui sont faits à partir de ce genre d'usage-là. Ce qui est clair, c'est qu'il faut beaucoup plus de sobriété. Il faut manger moins de viande et moins de poisson. Il faut varier la consommation. Manger moins déjà. On sera aussi beau en mangeant un petit peu moins. Parce que de toute façon, on parle toujours du milliard de gens qui meurent de faim, c'est vrai, mais il y a 1 milliard qui meurt de trop bouffer en ce moment aussi. On oublie de le dire aussi. Allez aux États-Unis, la malbouffe, ça existe. Donc ces techniques-là, pourquoi pas ? Si on me fait des insecticides naturels biodégradables qui n'ont pas d'effet délétère, pourquoi pas ? Faut regarder, mais il faut regarder de très près quand même. Mais disons que je préfère encore ça à des produits chimiques qui rémanent dans mes bernaches 70 ans après. On pourrait continuer, mais je pense qu'il faut savoir s'arrêter. On peut encore remercier Gilles Boeuf de sa prestation.